Je m'appelle Morgane Nadeau, je viens d'avoir 31 ans. Alors la psychologie, naturellement, parce que mes grands-parents étant les fondateurs de Bethel Formation et Bethel Hébergement, j'ai eu l'habitude, déjà le mercredi, de sauter sur les genoux des gens qui étaient à Bethel. Ma grand-mère était comptable, j'étais toujours dans son bureau. Et les mots tels que réinsertion, foyer d'hébergement, alcoolisme, prison, pour moi c'était de l'ordre du normal. Il y avait toujours des moniteurs éducateurs, il y avait un grand jardin. Bon, pour moi c'était normal de vivre parmi des gens qui étaient en difficulté, avec des gens qui essayaient de faire quelque chose pour aider ces personnes à s'en sortir. Alors maintenant, je n'ai pas voulu faire éducateur spécialisé parce que je me suis orientée vers la psychologie, tout simplement parce que mes parents m'ont dit « Morgane, tu iras à la Cato, tu regardes la maquette, tu n'iras pas à l'Ultra ». Donc musicologie, j'ai pas pu, parce que je sortais du conservatoire, mais il n'y avait pas la Cato. Sinon, j'aurais été professeur de latin, mais il n'y avait pas lettres classiques en 98. Bon, j'ai regardé, je me dis médecine, j'ai fait non. Encore 11 ans sur les bancs de la fac, comme ça, à ne pas vivre. Je me suis dit, bon, cursus court terme, 5 ans, puis psycho, c'est bien. Je pourrais faire un DEA si j'ai envie, donc un bac plus 8 après. Et naturellement, j'ai fait psycho. Et naturellement, c'était psychopatho. Pour moi, Freud, j'ai commencé à lire ça quand j'étais au collège, en même temps que Frank Herbert. Donc pour moi, c'était naturel que de m'intéresser à tout ce qui était d'orientation analytique. Non pas en termes de comment changer le comportement de quelqu'un pour le réinsérer avec la problématique qui sera toujours en dessous. Donc ça, c'est le courant cognitiviste et comportemental qui est pas mal pratiqué à l'île 3, mais davantage pourquoi est-ce que la personne en est arrivée là, afin qu'elle comprenne quel mécanisme, même inconscient, a-t-elle recréé dans la compulsion de répétition ou autre même, pour en arriver là, afin qu'elle puisse se réapproprier son histoire, faire le deuil de ses erreurs comme de ses échecs, vivre avec son expérience passée pour la positiver et aller de l'avant. Donc ça a été naturellement mon orientation première. Voilà. Mais ensuite, donc, j'ai fait une orientation, donc tout ce qui est addicto, dès la licence, mais aussi psychiatrie adulte dès la maîtrise. Donc j'ai une complémentarité. Et en parallèle à ça, au lieu de faire un DEA, je me suis formée à la thérapie familiale d'orientation analytique pendant 3 ans, en même temps que mon DESS, parce qu'en termes de réinsertion, quand on travaille dans des cliniques ou dans des lieux même publics concernant donc l'alcoolisme, maintenant on parle de polytoxicomanie, 7 jours c'est un protocole d'arrêt, donc le sevrage pur et dur physiologique, 21 jours c'est une magnifique cure, le Mont-Saint-Aignan c'est génial si vous voulez, mais pourquoi y a-t-il tant de rechutes ? Pourquoi ? Vous sortez la personne de son cadre, vous la sevrez, elle retourne dans son système. Si on n'arrive pas à intervenir, à agir, à parler avec le système, à savoir les familles qui sont en détresse, qui viennent nous voir, en termes de compréhension, pour ne pas stigmatiser la personne, il est vrai que la personne va replonger. Voilà. D'où l'intérêt ensuite de s'intéresser à tout ce qui a trait à la famille et au couple, ce que je pratique aussi au quotidien. Il y a des gens qui viennent même sans le conjoint alcoolique, ou alors sans les enfants qui fument du cannabis, qui sont déscolarisés, parce qu'ils sont divorcés, parce qu'ils n'en peuvent plus, que ce soit des hommes comme des femmes. Moi, j'ai plus les femmes qui viennent me voir quand même. Hein. Il est vrai que ça me paraît normal que de faire de la prévention, même secondaire, mais aussi de l'information. C'est logique, ça découle naturellement de mon cursus. Du moins, c'est comme ça que j'envisage la pratique de la psychologie aujourd'hui dans mon cabinet. Voilà. Donc ça a été normal que de faire psycho. Voilà. Et donc justement, cette psychologie analytique, en quoi consiste-t-elle exactement? Parce que moi, finalement, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Oui. Donc j'aimerais bien. D'accord. Alors, je suis d'orientation donc freudo-lacanienne, à savoir qu'il y a un inconscient qui n'est pas palpable, qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais qui quelquefois essaye de nous maîtriser, à savoir les désirs refoulés, les pulsions, comme la compulsion de répétition, ces névroses d'échec en fin de compte, que l'on rencontre au quotidien. Il est vrai qu'il y en a qui travaillent avec la relaxation, le rêve éveillé et dirigé, voire aussi avec l'hypnose, afin de faire rejaillir des souvenirs qui quelquefois peuvent nous entraver dans le quotidien, voire aussi quelque chose qui désire voir le jour pour qu'il fasse sens aujourd'hui à la personne, comme pourquoi est-ce que je tombe toujours sur un conjoint violent, par exemple, alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à me sortir de ma dépression, ça fait 10 ans que je suis antidépresseur, ce genre de choses-là qui vous entravent. L'inconscient est quand même à la base d'une partie des choses qui nous échappent, même si normalement la conscience fait que l'on reste, entre guillemets, maître de soi. On a conscience de ce que l'on fait, mais pas tout le temps. Et c'est ce pas tout le temps-là
qui, quelquefois, peut réellement faire dérailler le sujet et le remettre sur pied, quelquefois avoir une meilleure compréhension de soi, de son système, de son propre fonctionnement psychique, de notre manière d'interagir avec le monde. Voilà, pour faire court. Oui, parce qu'il oui. y en a des choses à dire, je me doute. Donc moi je me suis aussi, j'ai parcouru votre livre Les couples à la dérive, et justement, bah oui, on voit que c'est bien inspiré de Freud, etc. Et je me demandais si vous pouvez nous en dire une globalité, un peu, nous parler un peu de cet ouvrage. Alors j'ai voulu faire quelque chose de très théorico-pratique, parce qu'il y a des gens qui disent c'est la première fois que je vois quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui attendent des années avant de sonner à la porte parce qu'ils sont bloqués au rayon développement personnel tous les samedis après-midi au Furet du Nord, par exemple. Il y a des gens qui regardent sur Internet et qui se disent j'ai fait consulter votre psy, 2 € la minute, et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je voie quelqu'un physiquement en face de moi. Et j'ai fait ça dans le souvenir des gens qui sont venus, qui sont partis. Là, c'est vrai, je ne vais pas dire qu'il est désuet, mais si je devais refaire la réédition, il y aurait encore d'autres choses à rajouter, parce que depuis le temps, il est vrai que le mot parentalité, j'en passe au des meilleurs. Oui, là, j'en avais pas à l'époque où je l'ai écrit, mais c'est vrai que si je devais faire la réédition, il y aurait encore d'autres choses à dire, bien évidemment. Donc j'ai fait ça en angle pratique, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici, au bout de 6 mois, mais je dis, mais c'est votre surmoi qui vous empêche de dormir la nuit. Ils me regardent avec des yeux comme ça, ils me disent, qu'est-ce que c'est le surmoi, Madame Nadeau, j'en ai un. Donc je me suis dit, pour tous ces gens-là, qui n'ont pas fait psycho, qui n'ont pas fait 10 ans de psychothérapie en gestalt ou ailleurs d'ailleurs en termes comportementaux, avant de venir ici parce qu'ils voulaient changer de manière de se connaître et d'aller mieux, pour tous ces gens-là, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de très pratique, conceptuel, afin de dédramatiser le fait de 1. Sonner à la porte de quelqu'un, 2. Demander de l'aide qui nécessite du courage, 3. Avoir une meilleure compréhension de soi, mais avec peut-être des mots entre guillemets technique, afin de pouvoir se réapproprier le vécu des gens qui sont venus ici, une sorte de guide de chevet en guise de souvenir pour ceux qui sont partis. C'est dans cette optique-là que je l'écris. C'est pour ça que ça m'a paru naturel de parler du complexe d'Oedipe, mais aussi en insérant d'autres thématiques telles que les relations parents-enfants, entre guillemets, bonnes ou mauvaises, pouvant expliciter une partie des difficultés ensuite conjugale, voilà, tout simplement, sans pour autant tirer sur maman, tirer sur papa, ou quoi ou qu'est-ce, voilà, pour avoir un angle de vue, parce qu'aujourd'hui on se dit, ah bah oui, mon mari n'a jamais communiqué avec moi, il tient ça de ses parents, bah oui, il n'y avait pas de communication émotionnelle il y a 40 ans dans certaines familles du Nord, et alors, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui c'est un névrosé, donc c'est pas grave, ce n'est pas dramatique, il y a d'autres choses, effectivement, qui peuvent s'expliciter. Il y a des gens qui sont revenus après avoir lu ce livre et qui m'ont dit, effectivement, je n'aurais jamais cru que le type de relation que j'avais avec mon père pouvait aujourd'hui m'influencer dans un type particulier d'homme qui aujourd'hui me met en échec dans ma vie en tant que femme. Voilà, c'est tout. Ça paraît pas normal pour les gens. Moi, quand je les vois, le but du jeu pour moi, c'est essayer de déchiffrer leur fonctionnement psychique, de leur renvoyer le miroir de ma compréhension. Je peux me tromper. Il y a des gens qui me disent « Non, Madame Nadeau, là, vous allez trop loin. » Il y a des gens qui me regardent, et la fois d'après, ils me disent « J'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit. » Voilà, pour que ça fasse sens pour eux, tout naturellement. Et ça peut paraître bête, mais il y en a qui me disent « C'est trop compliqué. » Il y en a d'autres qui me disent, effectivement, pour ceux qui ont fait un peu de psycho, bon, la partie théorique, c'est bien, mais c'est vrai que donner à voir et dédramatiser les questions qu'on peut avoir ici, telles que la mésentente, les disputes devant ou non pas devant les enfants, les problèmes de désir, les problèmes sexuels aussi, effectivement. Bon, les tromperies, comment sauver son couple, oui, ça arrive. Qui divorce, 9 fois sur 10, si la femme qui veut divorcer, c'est l'homme qui veut sauver son couple, ça me paraissait normal que de mettre ça noir sur blanc pour dédramatiser ceux qui ont encore du mal à venir chercher de l'aide, pour ne pas, comment dire, arriver alors qu'il est trop tard. Il y en a qui arrivent ici, ils ont déjà 2 appartements, ils sont déjà physiquement séparés. Effectivement, là je me dis que ça va être difficile. C'est vrai que rétablir la communication lorsqu'ils ne vivent plus ensemble, je leur dis, vous me mettez moi-même en difficulté, je ne suis pas un gris-gris, je ne suis pas le remède miracle. Il y en a qui arrivent ici, ils pensent qu'ils vont se serrer la pince en sortant de là, et que crac, ça y est,
leur vie va redevenir comme avant. Je leur dis, c'est pas parce que vous passez une fois sous mes yeux que madame va vous reprendre et que ça va sauver votre couple. Non! Il y a des efforts conjointement à faire au quotidien. Je ne suis pas un remède miracle. Je peux être une aide momentanée. Voilà. C'est pour ça que je l'ai écrit naturellement. Puis le deuxième, ça m'a paru normal que d'écrire sur le divorce. J'ai des thérapies familiales, 10 ans après, il y a les parents qui se chamaillent. Les enfants, ils disent rien, ils laissent papa et maman parler parce qu'ils n'ont pas digéré émotionnellement le divorce. Mais là, 9 fois sur 10, ils sont tous divorcés en thérapie familiale. Ça m'a paru normal que d'écrire le deuxième, famille à la dérive. C'est normal. Et le troisième, bah, ce sera adolescent à la dérive. Pourquoi? À cause du cannabis. C'est une continuité logique de ce que je vis au quotidien. C'est le rendu. Ouais. Voilà, ça me semble logique. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, et une aide, du coup, aux personnes, indirectement, celles que vous avez vues, finalement. Voilà, très théorico-pratique. Voilà. Et donc, ce second livre, justement, vous pouvez aussi nous en parler un petit peu? Alors, ça m'a paru normal de parler donc du divorce, mais aussi de la séparation. Il y a des gens qui m'appellent en me disant « Madame Nadeau, qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dois en parler à mes enfants? Qu'est-ce que je dois leur dire? Est-ce que mon conjoint doit être là? Est-ce que je peux m'autoriser à pleurer devant lui? Si je m'énerve, qu'est-ce que je fais ?» Il y en a qui sont complètement démunis, il y en a qui me demandent même de dire à leurs enfants dans mon canapé le samedi matin, papa et maman vont se séparer, maman a du mal, c'est pour ça que maman est là aujourd'hui. Et en fin de compte, on se rend compte que, 1, les enfants n'étaient pas dupes, de 2, ils se rendaient bien compte que ça n'allait plus déjà depuis un certain temps, et la question qui tue, moi aussi je vais avoir un beau-père. Voilà, pouf, pouf, c'est la mère qui s'effondre en larmes, mais il leur dit, mais la vérité sort de la bouche des enfants, bien entendu qu'ils comprennent, même à 3 ans, même à 5 ans, encore plus à 10 ans, avec les somatisations qui vont avec, qui est une énurésie secondaire, j'en ai beaucoup après le divorce, voire même pendant la séparation, le mode de garde, l'histoire du pyjama, le doudou, les crises, la colère, l'agressivité, la chute des points scolaires. Alors ça, à chaque fois, on y passe. Sans passer par les cauchemars, les pleurs, ils n'arrivent plus à dormir, les régressions. Alors là, on y passe à chaque fois. Crac! En thérapie. Voilà, c'est tout. Hein. Il suffit simplement de verbaliser. Puis quelquefois, il y a les parents qui viennent verbaliser ici, et ça va beaucoup mieux. Il y en a qui retardent la séparation. Il y en a même qui ne viennent pas du tout justement à se séparer, mais à essayer de revivre ensemble, de redynamiser leur couple et de se rendre compte qu'il faut communiquer, que l'amour, tel que je le conçois, quelquefois je prends la métaphore du bec benzène, une femme elle s'enflamme rapidement, mais elle a besoin d'alimenter cet amour et elle peut déjà s'autogérer par elle-même. En termes de j'ai une famille, j'ai un travail, je dois aussi soutenir mon conjoint qui lutte en déplacement par exemple, j'en ai beaucoup des cas comme ça, ou quoi qu'est-ce, mais lorsque l'homme rentre à la maison, il a besoin de décompresser du stress, quelquefois il ne parle pas, il est sur internet, il est sur son iPhone bientôt numéro 4, d'ailleurs qui sort, ça cause beaucoup de problèmes d'ailleurs, sans parler des pokers en ligne, là ça commence à créer beaucoup de conflits, et oui, ou alors le basketball ou le football le dimanche matin, alors là c'est un drame, il n'y a plus de vie, et au bout de 18 ans, crac, elles veulent divorcer. L'homme paniqué, mais qu'est-ce que j'ai fait, madame Nadeau? Bon, j'avoue, ça fait 8 mois que je lui parle plus. Bah oui, mais ça fait combien d'années que ça dure? La question est là. Et il est vrai que tout de suite on en arrive à la question, les enfants. Il y en a beaucoup qui disent, on va essayer de sauver quelque chose à cause des enfants. Sauf lorsque l'autre a déjà quelqu'un dans sa vie. Là, c'est plus dramatique, c'est séparation. Et tout de suite, il y a le conjoint dans la vie de l'autre. Et là, il y a un problème pour liquider émotionnellement le divorce. Et là, ça devient un peu plus enflammé, avec tout ce qui est demande d'attestation. Je ne veux pas que mon fils aille chez son père, parce que le père, il fume du cannabis, il a des maîtresses différentes toutes les semaines. Et là, on commence à se rendre compte qu'au travers du fait qu'elle ait été blessée en tant que femme, elle va prendre effectivement comme élément important, il est vrai, donc la sauvegarde de son enfant pour tirer à vue sur son ex. Il est vrai que maintenant les hommes, ils boivent, ils fument, ils sont surmythiques, ils changent de maîtresse. D'accord, mais là c'est vrai que je vois de plus en plus de demandes d'attestation en dehors du cadre donc de l'expertise, purement et simplement médico-psychologique du JAF de Lille, pour savoir qui va avoir la garde ou quoi au caisse lorsqu'il y a un souci quant à la garde alternée. À savoir lorsqu'ils prennent 2 avocats pour se séparer. J'en ai de plus en plus, donc ça m'a paru normal que de parler aussi donc, des violences conjugales, parce qu'ici j'ai autant d'hommes que de femmes qui ont des sévices, que ce soit corporels, économiques ou un tout petit peu moins sexuels, enfin plus pour les femmes que pour les hommes, mais bon j'en ai, et ça m'a paru normal que de parler aussi de ce genre de manipulation
émotionnelle quant au divorce, la séparation, le mode de garde au travers des enfants pour liquider émotionnellement le divorce. Parce que là, on en a. Hein. Ceux qui n'arrivent pas à liquider le divorce, 10 ans plus tard, il y a encore de la faillite, hein, verbalement. Ici, là, on sent qu'il y a encore la colère et l'énervement. Voilà. Donc ça m'a paru normal que d'écrire dessus, parce que, il est vrai que le SAP en France, à part des écrivains belges, suisses ou canadiens, voire aux USA, il n'y en a pas beaucoup. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de la manipulation, et il y a encore des collègues qui sont experts comme moi, qui se plantent, qui ne voient pas la manipulation, pour concrètement orienter le juge, pour simplement dire... Normalement, l'intérêt primeps est celui de l'enfant, mais chez qui doit-il vivre? Papa ou maman? Pourquoi? Parce que de plus en plus, on voit des gens qui, pour dire « je mets une distance réelle pour divorcer, 500 km ». Ah bah oui, la garde alternée n'est pas possible. Et dans ces cas-là, à Lille, on nous appelle en nous disant « bon, c'est très très simple, hein, normalement, pour l'intérêt premier, la garde, chez qui ?» Dans ce cadre-là, à savoir séparation avec éloignement physique. Il est vrai qu'on recommande toujours, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, quelques recommandations, à savoir quand c'est possible, garde alternée, que ce soit 3 jours ou 3 jours lorsque l'enfant est jeune, parce que je le répète, en dessous de 9 mois, un enfant peut oublier, je l'ai indiqué entre guillemets, le visage du parent absent sous 2 à 3 jours. Alors moi j'ai des pères qui débarquent ici en disant c'est madame qui a la garde, on n'est pas mariés, elle ne veut pas que je le voie pendant 15 jours. Mais j'en ai qui déboulent ici en pleurant. Alors je leur dis, arrêtez de rêver, prenez un avocat. Elle a tiré la première. Ce ne sera pas une requête unique, parce que quelquefois ils se font tirer à vue, c'est des trucs absolument incroyables, avec des enfants qui ont moins d'1 an. Parce que le couple n'était pas solide, assez solide à la base, voire même quelques-uns sont venus en thérapie conjugale ici, ils ont voulu faire un enfant et crac, ça a pété juste après l'accouchement. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est difficile. Oui, on va dire un week-end sur 2, la moitié des vacances. Mais pas quand un enfant a moins de 9 mois. Concrètement, le père, il va être blessé, ce qui est tout à fait concevable. De 2, il y a quand même des séquelles psychologiques non négligeables, à savoir quand même l'oubli du visage. Parce qu'émotionnellement, le père n'est pas là au quotidien. Et les mères ne veulent pas que le papa vienne donner le bain, ne serait-ce qu'une demi-heure tous les jours, parce que justement, comme elles ont voulu se séparer du père, elles ne veulent pas l'avoir au quotidien dans leurs pattes lorsqu'elles rentrent le soir du travail. Et alors là, on arrive à des choses assez compliquées quand même. Hein. Pas tant au niveau de liquider émotionnellement le divorce, que pour l'enfant ultérieurement. Ensuite, moi je les ai à 30 ou 40 ans. Ils ont du mal à se marier, ils ont du mal à avoir des enfants. Alors effectivement, les problèmes d'infertilité psychique, j'en ai beaucoup. Comme par hasard, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Oh, qu'est-ce que c'est bizarre. Non mais c'est incroyable quand même, hein, quand on y repense. Les séquelles, on les a plus tard. Voilà. Donc les erreurs d'aujourd'hui, en termes conjugal et familial, seront là encore à traiter dans 30 ou 40 ans. En gros, mon métier n'est pas là d'être au chômage, fondamentalement parlant. Bah oui, c'est malheureux à dire, mais ce que je fais aujourd'hui, ce que j'écris aujourd'hui, c'est aussi pour les enfants de demain. Voilà, ils ne seront autres que ultérieurement ceux qui vont reprendre mon activité. Sans parler des problèmes aujourd'hui, des gens qui ne se marient plus. Et là, c'est vrai que pour le lien, on a l'impression qu'ils sont davantage démissionnaires et dans le lâchage, ce qui est vraiment dommage pour les enfants. Oui. Voilà. Donc justement, on va parler plus précisément des thèmes que vous abordez dans ce second livre. Donc pour vous, quelles sont les conséquences du divorce pour l'enfant? Alors je dirais tout de suite des somatisations, régression, tout ce qui est énurésie secondaire, faire beaucoup de câlins, reparler bébé, tout de suite ils se sentent mal. La question première c'est... Alors, ils ne le verbalisent pas comme ça lorsqu'ils ont 3 ans ou 5 ans. Vous pouvez tout à fait le concevoir. Hein. Est-ce que c'est à cause de moi si mes parents se quittent? Ils crient. Est-ce que c'est parce que je suis là, parce que j'existe? Donc là, effectivement, c'est encore pire. Surtout quand les pères disent « tu m'as fait un enfant dans le dos ». Parce que ça aussi, je l'ai verbalement. Effectivement, on se rend compte que le couple n'était pas assez solide. La question de l'amour était peut-être là. La question de la conjugalité avec l'extinction presque normale qui est la création d'une famille n'a pas été verbalisée. L'ambition professionnelle n'a pas été verbalisée. Et donc là, effectivement, vous avez des divorces un peu plus compliqués avec des disputes devant les enfants.
C'est culpabilisant pour les enfants, ce n'est pas une bonne ambiance même pour dormir, ils sont pas bien. Ils peuvent réellement avoir des troubles anxieux ultérieurement, non pas tant faire des cauchemars, mais en vouloir à leurs parents d'être divorcés. Il faut savoir qu'il y a un âge, entre guillemets, idéal pour divorcer, c'est entre 6 et 10 ans. Pourquoi? Parce que normalement, la période de latence est là. L'enfant a normalement effectué son complexe d'Oedipe. C'est l'entrée au CP, tout ce qui a trait à la socialisation, l'intellectualisation, écriture, orthographe, jouer au football ou aux cartes avec les petits amis. Et c'est avant la 6e qui est un passage difficile. Là, on va avoir davantage de troubles anxieux, de stress. J'ai déjà des enfants qui vomissent le matin. Et à l'arrière de la voiture, les parents se disent, c'est bizarre, on est qu'en 6e, qu'est-ce que ça va être pour le bac? Donc il est vrai qu'il y a un âge où c'est un peu moins, entre guillemets, nocif psychologiquement quand on veut parler de séquelles psychologiques, de traumatisme psychique proprement parler. C'est 6 à 10 ans. Bon, en dehors de ces cadres-là, c'est beaucoup plus complexe. À l'adolescence, effectivement, vous avez déjà la reviviscence des premiers émois du complexe d'Oedipe qui doivent être liquidés, à savoir, j'aime ma mère pour ce qu'elle est, je n'apprécie pas ce qu'elle est. Un jour, j'aimerais avoir une femme qui ait autant de qualité qu'elle, ou alors qui ait cette maturité, qui ait cette force, qui soit aussi bonne cuisinière, qui ait autant de bon goût pour la décoration, ou quoi au caisse. Mais, attention, au cordon. Ben oui, quand maman pleure parce que papa est parti, crac, il peut y avoir collusion, et l'adolescent va s'imaginer étant le sauveteur, le garant du narcissisme de maman. Et là, pour la construction de l'identité personnelle, surtout à une phase difficile comme la crise d'adolescence aujourd'hui, où nous manquons réellement de repères, surtout en France, alors là, ça devient un peu plus complexe. Il est trop tard pour faire un homosexuel, on est bien d'accord. Mais bon, oui, la question est quand même engagée. Et la question est engagée, quand même, de rien. Faut pas croire. Il y a des homosexualités. Lorsque je les vois, je me suis dit, si cette personne n'avait pas vécu ça dans sa vie, ça aurait été un hétéro. Mais ça, on le sent naturellement. Ou alors, effectivement, il va devenir beaucoup plus violent avec son père ou quoi, qu'est-ce. Les filles vont se retrancher directement derrière l'intellectualisation. Elles vont peut-être, entre guillemets, manquer un peu de féminité. Dans ces moments-là, quand on voit que ça va pas, que les parents ne vont pas bien, qu'on n'est pas assez bien, on a une tension avant de rentrer à la maison, on ne travaille pas bien, on n'a pas envie de manger avec les parents, on s'alimente mal, on a des problèmes de cœur, on se pose des questions ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, on ne va pas en parler à ses parents à ce moment-là à cause de la tension à la maison. Ils vont manquer de dialogue, ils vont manquer de communication. On n'a jamais fait ça ensemble, on n'est jamais partis en vacances. Il y a encore des gens qui me disent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils en veulent en disant ils sont à la retraite et puis ça y est, aujourd'hui, ils veulent se rapprocher de nous. On a vécu un enfer pour passer le bac. J'ai passé ma première année de médecine dans des conditions, mais enfermée dans ma chambre, c'était incroyable. Ou alors, tous les soirs, je rentrais, ma mère était bourrée, c'est moi qui devais gérer ma mère. Mais ça, je l'ai encore des années plus tard. Ils en veulent à leurs parents de ne pas avoir eu une bonne ambiance familiale, malgré le fait qu'ils manquaient d'amour, ils peuvent concevoir. Voilà. Oui, on peut se séparer parce qu'on ne s'aime plus, mais ne pas faire vivre un enfer aux adolescents ou aux enfants que l'on prend à partie afin de se dire, j'espère que, inconsciemment, il est vrai, j'espère, quoique quelquefois c'est pas si inconscient que ça parce qu'ils le verbalisent, j'espère que mes enfants m'aimeront toujours après le divorce et que l'autre ne va pas prendre émotionnellement mes enfants. Et alors là, vous rentrez dans des divorces très conflictuels. Ah ouais, ça peut devenir des pneus crevés, des carreaux cassés. Hein. Ah, lundi matin, c'est mignon tout plein. Hein. Ah bah oui, hein. Est-ce qu'il m'a encore fait ce week-end? Bah non, mais vous allez me le dire. Alors, crac, le pneu devant chez l'amant, patati, patata. Enfin, c'est mignon tout plein. Hein. Ah ouais. Si, c'est du vécu. Bah pour moi, mais je l'entends au quotidien. Ouais. Et les enfants, plus tard, bah oui, bah bon. Il y aura toujours des troubles, hein. Ils ne digèrent pas comme ça naturellement le divorce. Ils le ressentent en termes de tension. Oui, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que ça vaut la peine de se marier? Pourquoi faire des enfants si on doit divorcer ou quoi qu'est-ce? Effectivement, ce sont des questions qui vont avoir jusqu'à la fin de leur existence et qui vont effectivement, réellement les traumatiser en termes d'engagement. Il y en a qui au bout de la phase numéro 1, à savoir la rencontre, en phase numéro 2, vais-je accepter la personne telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités, pour me permettre de m'engager? Et numéro 3, l'épanouissement professionnel, individuel, en dehors du couple, en dehors de la création de la famille. L'acceptation aussi d'une part d'indépendance de l'autre. Il y en a qui vont avoir du mal déjà à passer à l'engagement.
Ils vont se paxer. Mais alors le mariage, alors là, pouf, troubles somatiques, je les ai ici en relaxation. Bah, c'est bizarre, vous mettez à trembler. Et en plus, avec les boulots qu'ils font, quelquefois on se dit, ils n'ont pas trop intérêt à trembler. Hein. Mais bon, bah oui. On se dit, bon, bah qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Et chou, crise d'angoisse. Il y a des mots tels que mariage. Alors, acheter une maison à deux, c'est bouffée d'angoisse, paf, malaise, vertige, évanouissement. Bah qu'est-ce qui se passe? Mes parents sont divorcés 9 fois sur 10. Ça n'a rien d'extraordinaire. Les enfants doivent digérer émotionnellement le divorce des parents intérieurement pour eux, pour advenir en tant que sujet libre de se dire je vais essayer de me faire ma vie. Si ça ne marche pas, et bah tant pis, je suis différent de mes parents. Je vais tout faire pour ne pas vivre ce qu'ils ont vécu parce que je suis quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très difficile. Donc voilà, des séquelles, on peut les avoir à tous les âges de la vie. Que ce soit pour la 6e, pour l'adolescence, pour le bac, pour la fac, comme pour la création d'un couple et une extension, effectivement, savoir avoir un enfant. Voilà. Ouais, parce que moi, j'ai lu un peu là-dessus et il disait que justement, c'était indispensable de s'y prendre tout de suite. En fait, faire un travail sur l'enfant tout de suite dans la première année du divorce pour justement limiter les séquelles. Les dégâts, oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Si la thérapie, finalement, elle s'impose un peu ou pas, selon les cas. Vous pensez qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins aptes à digérer, justement Est-ce que ça devrait être obligatoire? Je vous répondrai oui. Légalement, ça n'est pas le cas. Il y a des gens qui, quelquefois, me disent « Mais on ne comprend pas, notre fille avait 6 mois quand elle a divorcé. Elle en a aucun souvenir, on a même vu une médiatrice. » Alors, on voit le résultat, c'est qu'ils sont toujours en train de se bouffer le nez. Il y en a un qui est dans l'évitement, il est quasiment démissionnaire. La fille, elle est en pleine régression, une hérésie secondaire, c'est un grand miracle. La maman n'a pas digéré émotionnellement le divorce. Et numéro 5, effectivement, la médiation familiale, avant de passer à l'expert pour la garde alternée ou pour le mode de garde tout court, n'est pas une forme de thérapie. Il est vrai qu'on devrait les obliger à avoir une meilleure thérapie basée sur la communication en tant que parent. Mais quelquefois, il est vrai, derrière, on ne s'appelle pas, sous couvert de « je t'en veux », et l'autre, j'ose pas l'appeler parce que bon, je sais qu'elle m'en veut. Et là, les enfants sont déçus, ils ont mal au cœur, ils ne voient jamais ni papa ni maman prendre le combiné téléphonique. Ah bah tiens, on s'est pas croisés aujourd'hui, j'ai été chercher la petite vendredi après l'école. Bah écoute, tiens, raconte-moi un peu ce qui s'est passé chez toi cette semaine, en termes positifs comme en termes négatifs. Pas uniquement sur elle a grandi d'autant de centimètres, elle a fait autant de pipi, elle a mangé ça. Enfin, voilà, parler de l'enfant après le divorce. Non. Et ça, effectivement, ça blesse les enfants. Les parents ne parlent pas. Ils ne parlent pas de moi. Est-ce qu'ils m'aiment? Ben oui, mais pour un enfant à cet âge-là, il ne comprend pas en termes de concept. En dessous de l'âge de 7 ans, conceptualiser le fait que papa ou maman ont mal au cœur. Donc c'est pour ça qu'ils n'appellent pas l'autre parent pour parler de moi, l'enfant tel que je suis. Ils sont normalement aimés avant de me concevoir. Normalement. Et c'est vrai que pour l'enfant, en dessous de 7 ans... il est dans un flou artistique qui peut réellement créer, bah oui, mes parents m'ont jamais aimé, c'est à cause de moi s'ils étaient malheureux, c'est pour ça qu'ils sont séparés. On peut créer un fond dépressif quand même derrière. Oui. D'où l'intérêt de communiquer malgré la séparation et le divorce. Communiquer uniquement pour l'enfant, dans l'intérêt premier de l'enfant. Mais ça non, quand ils n'ont pas digéré émotionnellement, c'est un statu quo plus total. Donc ça serait par le biais d'une thérapie justement ou la médiation, vous en parliez, mais pour vous, c'est pas. C'est pas assez profond, j'ai l'impression. Il y en a qui m'ont dit, mais on a été voir une médiatrice. Mais, quand on voit le résultat aujourd'hui, ça n'a pas été suivi des faits. C'était vraiment que pour décider du mode de garde. Donc, bon, après, il y a au quotidien. Bah oui, pour le bien-être, justement, de l'enfant et pas penser qu'à soi aussi. Il y en a qui sont dans la colère, parce qu'ils sont vraiment dans la rancœur, dans le ressentiment, dans la vengeance. Alors là, après, c'est des mots d'oiseaux qui volent dans tous les sens. Oui, oui. Les hommes refont plus rapidement leur vie que les femmes. Alors l'autre, avec un grand A, n'est-ce pas, au sens lacanien, comme au sens tout ce qu'on veut d'ailleurs, l'autre, alors là, ça vole dans tous les coins. Ah oui, après ça jase. Oui, on n'est pas compte, elle donne à bouffer n'importe comment, elle l'embrasse, les vêtements, elle me les rend pas. Alors,
Elle arrive en retard pour le cours de danse. Une mauvaise mère. L'enfant qui s'autorise à parler de l'autre. Elle est gentille avec moi. Alors là, je vois des cornes sur la tête de la maman. Là, je me suis dit, là, on sent qu'elle n'a pas réglé le problème de son couple a échoué. Il y a un enfant, monsieur a refait sa vie aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut le stabiliser en tant qu'homme, qui s'autorise aussi à s'occuper du bien-être de l'enfant, lui donner à manger, être là pour les devoirs, le coucher, enfin voilà. Et c'est très très mal accepté par l'autre partie. Et l'enfant, dans ces cas-là, ne s'autorise pas à parler comme quoi elle est gentille, ça se passe bien, ou quoi, ok, c'est difficile. Oui. Voilà, alors que le but du jeu, c'est de prier pour que le père reste le plus longtemps possible avec cette personne qui offre une stabilité autant à l'homme qu'une aide au père lorsqu'il n'est pas là, qui rentre plus tard. Et ça, pour faire comprendre ça, quelquefois, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ah ouais, surtout quand ça s'est passé il y a des années. Ouais, faut pas croire. 2, 3 ans, c'est 3 ans de rancœur, de ressentiment. L'enfant grandit, puis il sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. En termes de bonheur ou d'épanouissement pour maman. Qu'est-ce qu'être une mère, si ce n'est pleurer au quotidien, râler, crier, dérailler sur le papa, comme sur la nouvelle conjointe? Est-ce que c'est ça, être mère? Est-ce que ça va donner à la petite fille l'envie de se marier? Oui, oui. Mais quand je les ai sous mes yeux, ils ne s'en rendent pas compte. Oui, ils ont besoin de verbaliser, mais... Et ça, c'est pas facile. Couper le mode conjugal du mode parental, quelquefois, quand il y a collusion entre les deux, c'est intense. On va dire ça comme ça, c'est très intense, oui. Et donc, pour vous, quelles conséquences aurait l'absence d'une figure masculine pour l'enfant? Un enfant qui sera un peu trop proche de sa maman, tout dépendra, 1, de l'âge, 2, de son sexe. Ouais, voilà. Justement, j'allais poser la question selon le sexe. Alors, j'ai des homosexuels, lesbiennes, séparés. Et effectivement, donc, il n'y a pas de père pour un petit garçon dans la toute-puissance. Elle lui laisse absolument tout faire, au point de n'avoir que des maîtresses qui ne doivent pas trop souvent dormir à la maison, parce que sans ça, elle dort avec son fils. Effectivement, quand on la voit, c'est un homme, elle pense comme un homme, elle s'habille comme un homme, et de toute façon, elle est allée en Belgique pour se faire inséminer. Donc elle a viré ensuite son ex qui est parti ailleurs, donc elle a gardé l'enfant, ils vivent dans le Nord, et il est vrai qu'aujourd'hui, elle vient en thérapie conjugale parce que sa nouvelle conjointe ne comprend pas qu'il y a elle et son fils et le reste. Et il est vrai qu'on peut se rendre compte des dégâts en termes de toute puissance narcissique. On en fera un immature affectif si elle continue dans cette voie-là. Elle commence à comprendre le fait qu'une femme qui a fait son coming out pour elle, donc c'est quand même pas rien, qui a aussi un enfant, donc un premier mariage, désire fonder une famille, à savoir pourquoi pas adopter, pourquoi pas donc reformer une famille et vivre ensemble sous le même toit. Donc là, il faut laisser de la place à l'autre. Oui, et laisser grandir son fils. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de mal. Donc là, effectivement, bon, là, on n'en fera pas un homosexuel, mais on en fera un enfant dans la toute-puissance, qui va crier, qui va se jeter à terre pour un paquet de biscuits au supermarché, qui va faire en sorte que sa mère n'ait pas d'autre relation que la relation qu'il a avec elle, jusqu'au jour où il en aura marre. Les relations les plus fusionnelles sont généralement celles qui se finissent le plus mal, à savoir en termes de violence physique et verbale. Après, il y a des mamans qui pleurent parce qu'il y a un adolescent de 15 ans, qui les sous dans l'escalier, il lui pique des sous, lui prend les clés de la voiture, il veut pas travailler, à 18 ans, il n'a pas le bac, il fume du cannabis, si elle n'est pas contente, c'est le même prix, et encore en plus, il faut qu'elle se dépêche d'aller faire les courses. Ah oui, on en a plus tard, quand il n'y a pas de figure parentale. Pourquoi? Parce que la mère veut rester toute mère, elle veut rester accrochée à quelque chose qui lui est important, à savoir l'enfant qui est sorti de son ventre. Je peux tout à fait le concevoir, mais ça handicape psychiquement l'autonomie de son enfant qui ne sera autre qu'un homme ou une femme en devenir, et elle va brimer son pôle personnel, et la reconstruction sera d'autant plus difficile qu'il y aura autant d'années espacées entre le moment où le divorce c'est fait, et le moment où elle arrive. Elle arrive quasiment ici en pleine dépression, dans des difficultés pas croyables. Voilà.
Je ne dis pas que c'est pas possible, j'en ai des gens comme ça. Sur fond de cannabis, alors là, effectivement, c'est un grand moment. Mais bon, au plus c'est long, au plus je leur dis, ça ne va pas se faire comme ça en 3 séances. Il faut qu'elles y mettent du leur. C'est difficile, je ne vais pas y arriver, vous êtes déjà là, donc si, vous en êtes capable. Maintenant, il faut avancer. Voilà. Il faut se déculpabiliser des dernières années. Voilà. Et après, il faut réintégrer le pôle personnel. Et là, bon, il y a du mal. Voilà. Et l'absence d'une figure féminine, quelles conséquences ça pourrait avoir? J'en ai pas encore eu. Fondamentalement, les hommes rapidement rencontrent quelqu'un, ou alors lorsqu'ils sont complètement embourbés dans le fait de voir leurs enfants, là, la figure féminine, c'est le cadet de leurs soucis, de rencontrer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un ou de la voir. Dès qu'il y a les enfants, généralement, pour ces hommes-là, qui ont du mal, je parle, à voir leurs enfants, elle n'est pas là le week-end. Elle est là un week-end sur 2 ou quoi, ok, c'est basta. Là, c'est bloqué, c'est verrouillé. Les hommes sont un peu plus carrés. Pour ceux qui ont du mal, non pas tant à liquider le divorce, mais à voir leurs enfants. Quand ils se rendent compte qu'ils travaillent de trop, qu'encore en plus il faut la grand-mère samedi matin parce qu'il doit finir à midi, dans ces cas-là, du samedi après-midi jusqu'au dimanche soir 19h, c'est tout pour leur enfant. C'est pas du tout pareil. C'est très très rare que j'entende un homme qui me dise « j'ai du mal à rencontrer quelqu'un après le divorce ». Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, dans votre ouvrage, vous citez Le Gall qui remarque que 75% des délinquants viennent de familles dont les parents se séparent. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez rencontré des cas comme ça? Ou peut-être autre chose que la drogue ou la délinquance? J'ai plus de drogue ici que de délinquance. Fondamentalement, ici, toutes les thérapies familiales, donc 9 fois sur 10, comme je le disais, sont tous divorcés. À chaque fois, c'est à partir de l'âge de 15 ans, parce qu'il y a des scolarisations, marginalisation, troubles anxieux, dépression, des points pas croyables, entre 5 et 9 sur 20, pour la 2e année consécutive. Et effectivement, très rapidement, on arrive au cannabis. On arrive très très rapidement au cannabis. Donc je ne vais pas dire que tous les enfants divorcés ont une tendance à se rattacher au cannabis, mais j'en ai beaucoup, 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 beaucoup ici. À côté, le binge drinking, c'est rien du tout. À côté, les skin parties, c'est rien du tout. Le cannabis, ici, c'est plus, plus, plus. Voilà. Généralement, lorsque les enfants sont violents, ils ne viennent pas fondamentalement ici. Les parents viennent seuls, lorsqu'ils sont gênés. C'est pas pareil. Donc je n'ai pas tout à fait le même type de population. Tout ce qui est marginalisation, délinquance, ils vont vite à l'os, il y a ce que d'un. Et généralement, ces parents-là ne viennent pas tout à fait en thérapie familiale, j'entends. Voilà, oui. Mais cannabis, oui, énormément. Donc là, c'est toutes les classes sociales. La cannabis, je ne vais pas dire que ça court les rues, mais c'est pas loin. Oui, alors que c'est complètement illégal. Oui, je suis encore allée au jardin Vauban avec mes enfants ce week-end, tranquillement assise, le petit fiston dans le sable. On sentait quand même une odeur de plante à l'arrière. Je dis mince, on est quand même dans le pôle jardin d'enfants avec du sable pour les enfants. On sentait quand même de l'herbe dans la température ambiante. Je dis mince, bon qui fume, il fume, c'est tout. Je parle des cigarettes. Alors du cannabis en plein air, c'est là où on se dit qu'effectivement c'est banalisé alors que c'est fondamentalement illégal. Les parents me disent, bon moi je sais ce qu'ils fument, je leur donne 10 euros. Ah bah c'est sûr qu'ils sont en train de bien gérer la consommation addictologique de leurs enfants. Bah oui, ils disent ça en rigolant, mais ils ne se rendent pas compte que ce sont des neurones en moins à chaque bouffée de cannabis. Le cannabis est 10 fois plus dangereux que la cigarette, en sachant pertinemment qu'il y a aussi le chicha, qui est 10 fois plus dangereux que le cannabis. Donc alors, après, on n'a pas fini. Ah oui. Bah oui, ce sont des neurones en moins. Oui, et puis là, en termes de troubles mnésiques, de problèmes de concentration, de troubles des apprentissages, alors là, je dois leur faire carrément un cours addictologique limite pendant une séance pour qu'ils comprennent que c'est nocif, c'est illégal, ils aident leurs enfants à ne plus rien capter à l'école, ça les déscolarise, ils peuvent devenir violents, agressifs, dépressifs ou faire des choses pas croyables. Le risque schizophrénie et cannabis n'est pas un fantasme, il y a quand même des études scientifiques dessus.
Là, effectivement, on va dire de l'œuf ou de la poule, lequel est venu en premier, la schizophrénie camouflée pour le cannabis, ou c'est le cannabis qui a déclenché la problématique schizophrénique. D'accord, je veux bien, mais c'est réel. C'est réel. Il y a des gens qui arrivent ici en me disant « mais le cannabis n'a jamais tué personne ». Là, je leur réponds « c'est faux. Le cannabis est tout au moins aussi néfaste au volant que l'alcool, si ce n'est plus. En termes de perte de contrôle de soi, de la notion de vigilance, ils sont dans le platane. Quand ils sont dans le platane et qu'ils n'ont pas bu en sortant de boîte. Alors là, c'est dans le fossé, c'est 5 morts. Après, effectivement, il faut leur faire comprendre que c'est nocif, c'est illégal, ça fait autant de dégâts. C'est pas parce qu'on le voit moins que pourtant ils ne sont pas réels. Ça impacte ad vitam aeternam. Un alcoolique qui perd ses neurones, il sort de cure, il tient beau jusqu'à la fin de sa vie. Bon, on espère que ça va, sauf s'il est atteint de Korsakoff, on est d'accord. Quelqu'un qui a fumé du cannabis pendant des années, la perte mnésique, j'ai envie de dire en termes de neurones, d'apprentissage, de concentration ou de vigilance, le sera jusqu'à la fin de sa vie. S'il n'a pas pu passer son bac, concrètement, il ne faut pas croire qu'à 40 ans, il va faire l'ENA. Mais ça, les gens ont du mal à voir ça. En termes de conséquences, non pas à court terme, mais à long terme. Et ça, le cannabis, c'est de pire en pire ici. Hein. C'est de pire en pire. Ça, oui, voilà. Je ne serai pas encore au chômage sur le cannabis. Hein. Oui. Non, ça c'est... Alors, une enquête produite par l'Union des familles concernant les enfants du divorce montre que 40% des enfants interrogés n'ont pas maintenu de lien régulier avec avec les parents qui n'avaient pas la garde, pardon. Souvent le père, mais 90% le retrouvaient plus tard. Oui, tout à fait. Comment ça peut s'expliquer, ça, d'après vous? Le choix personnel, à un moment donné, ils vivent quelque chose de fort, ils ont besoin d'un remaillage de leur histoire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un éloignement géographique, ce n'est pas parce qu'ils se sont réfugiés dans les études ou dans un groupe de pères, ce n'est pas parce que maman leur a dit que leur père était un monstre. Quand je dis un monstre, c'est tout le nom d'oiseau ici, hein, quelquefois. Que pour autant, l'enfant va engrammer ça jusqu'à la fin de sa vie, qu'à un moment il va se dire « mais stop, là ça a été la vision de ma mère, elle m'a donné ça pendant des années, j'ai vécu ça comme ça, n'est-il pas possible que la réalité puisse être autre ?» À savoir, si ça se tombe, mon père, c'était pas ça. Si ça se tombe, mon père est parti pour des raisons que ma mère n'a pas évoquées. Si ça se tombe, mon père, c'est un homme bien. Et là, ils vont désirer se confronter à la réalité. Ça, c'est pour ceux qui, normalement, n'ont pas trop été atteints par le syndrome d'aliénation parentale. Bah oui, sans ça, eux, ils auront dans la tombe en disant que leur père est l'homme abominable que leur mère leur a asséné durant des années, tel qu'une bonne soupe pour prends ta soupe, tu grandiras mon fils. Voilà. Il y a des gens qui, Dieu merci, ont encore un peu d'autonomie psychique et qu'après le divorce, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, le bac, la fac et tout. Ils se disent, mais si ça se tombe, bah tiens, il y a quelque chose dans ma vie qui est important. Soit je crée mon entreprise, je parle pour les petits garçons, hein. Soit je dois me marier, je vais devenir papa. Alors là, crac, tout de suite, où est mon père? C'est ce que je vois le plus souvent, dans les moments forts dans la vie d'un homme, à savoir le premier enfant ou la création de l'entreprise. Alors là, c'est paf, ils veulent tout de suite essayer de revoir papa pour savoir ce qu'il en est. Voilà, ils en ont besoin dans l'après-coup. D'avoir une approbation un peu... Tout à fait, ça c'est très très masculin, que les petites filles, lorsqu'elles deviennent grandes, je ne veux pas en entendre parler. Alors là, c'est un peu plus difficile pour les petites filles. Hein. Quand le père n'a pas été là, elles se sentent abandonnées, fondamentalement parlant. Donc après, c'est crac, c'est perpendiculaire. Mon père, j'en ai pas. De toute façon, je ne l'ai pas appelé pour mon mariage. C'est comme si je n'en avais pas eu. Il n'existe pas. Là, c'est pouf, porte fermée. Là, j'ai déjà eu. C'est pas du tout pareil. Mais sans quoi, non, ça ne m'étonne pas du tout. Tout dépend aussi de ce qu'ils ont entendu pendant des années. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ton père, il refait sa vie. Ou alors, ton père, il est pas là, je suis là tous les jours. Là, c'est sûr que l'approche, en termes de remaillage, ne va pas être la même. Ils ne vont pas avoir la même envie de revoir cet autre parent. Oui. Donc, y a-t-il des conséquences pour vous néfastes que pourrait produire la résidence alternée pour l'enfant? Alors, effectivement, au-delà de l'âge de 10 ans, il arrive quelquefois qu'il y ait des enfants qui pleurent pour changer.
Donc de 3 jours, on est passé à 5-5, on passe à 7-7, enfin bref, généralement il passe de 3-3 à 7-7. Et il y a des enfants qui pleurent. Alors effectivement, le JAF n'est pas une girouette, le JAF n'apprécie pas trop les réouvertures de dossiers, ils ont beaucoup de travail. Alors si possible, juste après la séparation, le divorce, une bonne fois pour toutes, histoire qu'on lui foute la paix pour qu'il n'ait pas du travail 3 ans plus tard, il est très content, fondamentalement parlant. Il est vrai qu'il accepte, en fonction de l'âge de l'enfant, qu'à partir de la 6e, 7-7, c'est pas trop mal, parce que 3-3, bon, c'est avec le mercredi, le samedi et le dimanche, il est vrai qu'entre les sorties extrascolaires, la vie des parents, c'est beaucoup plus complexe. Il est vrai que 7-7, c'est pas trop mal. Bon, pourquoi pas 15-15 quand ils sont un peu plus grands. Mais bon, il est vrai que quelquefois les enfants pleurent. Pourquoi? Parce que ça va pas chez un des deux parents. Pourquoi? Parce que généralement, le père refait sa vie. Généralement, il a retrouvé une femme qui est divorcée, qui a des enfants. Et généralement, il va remettre un petit peu au four. Et il est vrai que soit l'enfant se dit, est-ce que mon père va autant m'aimer qu'avant? Il a déjà donc les enfants d'une autre. Donc là, il faut trouver sa place, il faut trouver sa chambre. L'autre ne réagit pas pareil que maman en termes de... Enfin bref, tout ce qui a trait à l'hygiène, sans parler des vêtements, la couleur des assiettes, des moments où j'entends des trucs incroyables. Enfin bon bref. Et il est vrai que bon... Soit l'enfant est en pleine régression, il pleure pour changer parce qu'il a peur de l'arrivée de ce nouvel enfant, à savoir comment est-ce que mon père va réagir. Est-ce qu'il va autant m'aimer qu'avant? Est-ce que l'amour peut être décuplé? Ou alors, est-ce que mon papa a un tout petit cœur et à l'intérieur ça va se cloisonner? Fondamentalement, c'est important, il faut en parler aux enfants. Soit, c'est ce que j'ai aussi, l'enfant demande un changement de garde alterné tout simplement parce que maman elle pleure tout le temps, parce que l'enfant il en a ras-le-bol d'écouter maman déblatérer sur le dos de papa et qu'il voudrait quelque chose de plus stable. Et ça fait peur aux mamans, elles sont pas contentes, elles pleurent, enfin c'est un schmilblick pas croyable parce qu'il y en a toujours un des deux dans ces cas-là effectivement qui n'a pas liquidé émotionnellement le divorce. Ça arrive. Régression et peur parce qu'il y a un nouvel enfant qui va naître au sein de la reconstruction familiale, donc, mais aussi personnelle de l'autre parent, soit l'enfant demande un changement de garde alterné parce qu'il y a une mauvaise ambiance entre guillemets de travail, parce que l'un des deux parents ne s'est pas reconstruit personnellement, ou alors justement parce qu'il a une relation privilégiée avec le parent qui ne s'est pas reconstruit et qu'il est dans la manipulation, il est dans la toute-puissance, et au moins, maman, elle fait tout pour lui, et dans ces cas-là, papa va faire un nouvel enfant, il y aura moins de place pour moi, puis la belle-mère, on est rigide, elle me laisse pas faire tout ce que je veux, puis là, on essaye un petit peu de manipuler les parents pour obtenir ce qu'on veut. Ça dépend. Mais ça, oui, je l'ai fréquemment. Fondamentalement parlant, généralement, quand c'est en place et que ça plaît à un des deux parents, c'est niette. Soit ils se font rebooter par le JAF qui en a ras-le-bol des changements de décision, tout simplement. Voilà. Oui, je l'ai. Régression, manipulation. Donc c'est plus dans le cadre finalement de la recomposition familiale plutôt que la garde en elle-même finalement. Oui. C'est plus, il doit retrouver sa place, son identité avec les autres enfants. Et oui. Donc, d'accord. Ou alors, j'ai déjà eu aussi la maman qui veut une garde permanente parce que elle se rend compte qu'elle a du mal à vivre sans son enfant une semaine sur deux. Donc là, c'est clair que là, elle passe même pas sur le dossier du JAF. Là, elle est rebuts directe. Ah bah oui. Oui. Toujours dans l'intérêt premier, et non pas pour des problèmes d'argent, et non pas parce qu'il y en a un qui n'a pas reconstruit sa vie. Ça, il faut le savoir. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, je veux la garde permanente, il s'en occupe mal. » Non, il s'en occupe différemment. Vous vous rendez pas compte, dimanche soir à 22h, elle n'était pas encore couchée, elle n'avait pas fait ses devoirs. Bah oui, mais bon, quand elle est sous le toit de papa, c'est papa qui la gère. Bon, si à 22h, elle n'est pas couchée, elle n'a pas pris son bain, elle n'a pas mangé, ou alors elle a pris un sandwich sur l'autoroute parce qu'ils sont à Disneyland et qu'elle n'a pas fait ses devoirs, bon, bah voilà, c'est tout. C'est la manière dont son père conçoit son mode de garde. Sauf que ça ne plaît pas à l'autre parent. Donc là, poum, ils vont essayer de tirer dessus pour se dire « Ah, il faut que je l'aie, moi au moins je m'en occupe. » Bon. C'est subjectif. 3 petits points, c'est subjectif, ça n'est pas pour autant qu'elle sera plus épanouie ou pas. Voilà, toujours avoir maman sur le dos jusqu'à 19h30, les devoirs. C'est pas pour autant qu'elle va pas être inhibée et qu'elle n'aura pas justement une baisse de points scolaires. C'est bizarre, hein. Ah bah oui, hein. Au plus je suis sur son dos, au moins ça va à l'école. Oh, c'est bizarre. Ça, j'ai déjà eu aussi, ça. Oui.
Faut pas non plus les harceler, les enfants. Hein. Oui, mais des fois, ils comprennent pas. Au plus ils sont sur leur dos, au moins ça avance. Bah oui, bah lâchez du lest, hein, comme on dit. Hein. Oui, vous vous rendez pas compte mais non, essayez, après on verra. Hein. On sait jamais à quoi ça fonctionne. Enfin bon, donc c'est l'orthophoniste, c'est le psychomotricien. Il faut le psy, il faut le soutien scolaire. La grand-mère, ancienne institutrice, retraitée, crac, à la maison. Oh, ça va pas. Bah, c'est sûr qu'avec le carnet qu'il a, l'épanouissement personnel, donc il est gros, il doit faire régime, il fait pas de sport. Bah non, avec tout ce qu'il y a autour, c'est sûr que le pauvre petit garçon, il va pas s'en sortir. Donc faut pas dire ça comme ça à la maman et encore moins à la grand-mère, parce qu'alors là, on les revoit plus jamais en thérapie. Je parle pour l'enfant, hein. Mais il est vrai qu'il faut essayer de leur faire comprendre qu'il peut y avoir des aménagements du cadre. Ça s'appelle le bien-être de l'enfant. Quelquefois, ça prend au moins 3 séances. Hein. Donc, je dis ça rigolant, mais le pire encore, c'est l'institutrice à la retraite. Alors là, c'est phénoménal. Surtout lorsqu'elle veut se débarrasser de son gendre, elle incite sa fille à divorcer, ce qui n'était pas un homme assez bien pour elle. Alors là, c'est magnifique. Là, c'est quasiment du transgénérationnel. Ah si, les divorces par procuration, il faut regarder la belle-mère. Si. Ici, le petit surnom de la belle-mère, c'est Cruella ou dragon femelle. Et si. Il n'y en a qu'1% qui me disent bah, moi, je m'entends bien avec ma belle-mère. 1%, là, j'ai presque envie de l'encadrer. Oui. Enfin, bon, bref. Ouais. Si. Pensez-vous que l'enfant puisse justement bien s'identifier lorsque justement la monoparentalité elle est subite? Ça dépend comment est-ce que le parent qui est seul verbalise la conception d'enfant avec ou sans amour, n'est-ce pas? Et la conception de l'autre sexe. Il est vrai que pour une petite fille, ah, méfie-toi des hommes, ils sont tous des salauds. Là, on se dit qu'effectivement, entendre ça pendant 15 ans, il est vrai que ça peut réellement entamer la conception qu'elle a à être dans un corps féminin, à devoir s'en servir ultérieurement en termes de conjugalité, voire effectivement donc de parentalité, effectivement. Ça peut effectivement jouer. Oui, ça peut aussi jouer sur l'autre sexe. Et là, effectivement, on peut aussi avoir des cas d'homosexualité. Oui. Maman, c'est tout pour eux. Ah, maman. Le corps d'une femme, il est plus beau. Un homme, ça peut faire du mal, c'est dangereux. Le sexe, c'est pas bien, c'est pas beau. Et effectivement, là, on peut avoir autre chose. Les petits garçons qui dorment dans le lit de maman jusqu'à l'âge de 10 ans. Les mamans qui ne supportent pas qu'ils grandissent à l'adolescence. Oui, ça peut être dangereux. Tout dépend si la maman est atteinte d'immaturité affective ou pas. Et comment est-ce qu'elle verbalise le fait d'être seule. Oui, c'est ça qui est difficile. Il ne faut pas croire que parce qu'on a des enfants que pour autant on est mûrs psychologiquement. Il y a des immaturités psychiques qui font que, je ne vais pas dire que c'est dangereux d'avoir des enfants, mais ils ont besoin d'être étayés, d'être soutenus, d'être aidés. Et effectivement, j'entends beaucoup de femmes qui veulent divorcer parce qu'elles ont l'impression d'avoir 4 adolescents à la maison. Mais fondamentalement, je dois aussi les replacer devant leurs responsabilités. Ça a toujours été un adolescent, il a toujours réagi, pensé et vécu comme un adolescent. Elles ont voulu se marier, elles lui ont fait 3 gosses, et maintenant elles ont l'impression d'avoir 4. Ben oui, mais monsieur, il a envie de vivre sa vie parce qu'il fondamentalement, il n'y a pas de place pour des enfants. Il y avait de la place pour gagner du pognon, pour travailler, avoir une carrière, pour être reconnu socialement, pour avoir une femme limite maîtresse à la maison, et dans sa vie, il était clair que le mariage, oui mais bon, il voulait être indépendant, et les enfants, ils ne voulaient pas s'en occuper parce qu'ils se rendaient compte que c'était une charge de travail supplémentaire qu'ils ne désiraient pas. J'ai beaucoup de femmes aujourd'hui qui râlent sur leur mari. Mais oui, mais bon, elles l'avaient déjà sur les yeux à l'époque. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc effectivement, là, je leur dis quand même, bon, peut-être un peu responsable quand même. Hein. Vous avez vécu pendant 20 ans, bah oui, mais bon, ça a toujours été le cas. Ah oui, il a mûri. Bah oui, il a mûri, effectivement. Ce sont des chefs d'entreprise, ils veulent des motos, ils veulent des Lotus, j'en passe sous des meilleurs, ils veulent faire de la chasse en Pologne au mois de décembre, ils veulent faire des restaurants jusqu'à 3h du matin, ça s'appelle une conférence. Mais bon, bah oui, bah voilà. Ils envoient madame 5 semaines de congés parents en vacances dans des lieux super chers, de temps en temps ils prennent une maîtresse. Bon, et après elle râle. Ah oui, mais bon... Voilà, le garçon qu'elles ont rencontré lorsqu'elles avaient 15 ans, non mais j'ai ça rigolant parce qu'en plus elles les connaissent depuis plus de 30 ans, et l'homme qu'il est aujourd'hui à 50 ans, c'est exactement le même fonctionnement psychique. Voilà. Bon, voilà.
En termes d'évolution personnelle, après, c'est différent. Il y en a qui mûrissent après le décès de papa ou de maman, c'est bien. Bon, par contre, chez les femmes, c'est pas pareil. Il y en a une qui a fait un déclenchement de bouffée délirante aiguë après la mort de maman. Donc là, on se dit, bon, en termes de maturité psychique, peut-être que les femmes sont plus mûres que les hommes, mais lorsqu'un des deux parents meurt, apparemment, en termes d'autonomie, de développement personnel, il y a quelque chose qui se remet en route pour l'homme, par contre, pour la femme, pouf, c'est pas pareil. Bon, là aussi, j'ai eu les parents, enfin, les enfants qui viennent en disant, je sais plus quoi faire, ma mère devient folle. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mamie est morte il y a 2 mois. Ah, pas bon. Oui. Donc là, effectivement, bon, voilà. Ça dépend. Et donc, vous pensez qu'une famille, du coup, faudrait qu'il y ait la figure masculine et féminine pour vous indispensable, ou les familles homoparentales, par exemple, c'est possible pour vous? Vous pensez que ça peut permettre un équilibre ou... Bon, allez. C'est un peu complexe, oui, toutes ces questions. Je vais être gentille. Je vais dire que oui, c'est bon d'avoir quand même un papa et une maman sous le même toit. C'est mieux d'avoir des parents divorcés qui communiquent et qui ont une reconstruction personnelle équivalente au même moment. Parce que s'il y en a qui fait une dépression et l'autre qui s'en sort, pour les enfants, oui, c'est déstabilisant de voir qu'un des deux parents a plus de difficultés. Bon, la question homosexuelle, je répondrai que j'ai moins de couples homosexuels avec parents ici en thérapie que d'hétéros, à proprement parler. Bon, c'est pas pour autant les FIV en Belgique qui reviennent en France, faut pas rêver. La question de l'adoption, ils vont au Pérou, un petit bifton, ils reviennent, c'est 15 000 au Pérou. Je connais les prix. Donc bah oui, ici ils le disent, on était allé au Pérou, c'est 15 000, on est revenu en France, on avait les papiers. Bon, bah oui, bon, tout le monde le sait, il n'y a pas de secret. Tout ce qui n'est pas légal ici sera légal ailleurs. Bon, il est vrai qu'une maman seule dans un HLM, mieux vaut qu'elle travaille. Sans quoi, si elle pleure à la maison, si elle est à la maison ou quoi qu'est-ce, ça va être difficile pour les enfants. Effectivement, le fait de dire à un enfant, dépêche-toi, lève-toi, va à l'école. Non, je ne te garde pas aujourd'hui à la maison, tu vas à l'école, tu as plus de 6 ans. C'est normal, c'est la France, je vais travailler. Effectivement, c'est beaucoup plus structurant qu'une femme seule qui dit bah, c'est pas grave mon petit poussin, je vais te garder avec moi aujourd'hui. L'enfant va pas à l'école parce que maman aujourd'hui elle avait rien à faire parce qu'elle ne travaillait pas. Oui, fondamentalement, quand on n'a rien, quand on n'a pas d'homme ou de femme dans sa vie, il faut au moins quelque chose d'autre qui puisse réellement séparer l'enfant du parent. Le travail peut faire partie effectivement de quelque chose de l'ordre du tiers, de l'ordre qui sépare, de l'ordre de la loi. La loi symbolique, je dois me réveiller tous les matins pour aller déposer mon enfant à l'école parce qu'après je travaille. Voilà. Les familles homoparentales, du moment, à la limite j'ai envie de dire, qui est quand même les grands-parents, qu'on leur explique qu'ils sont quand même nés de la conception d'un homme et d'une femme physiquement, même si aujourd'hui c'est de l'ordre de l'adoption ou d'une insémination artificielle, que ces enfants-là ne sont pas nés de 2 femmes, on est bien d'accord, qu'il y a aussi des hommes, que ce soit un instituteur, un professeur, un oncle ou quoi qu'est-ce, je pense que c'est important. Je ne parle que des femmes parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas en thérapie d'hommes homo avec des enfants, en thérapie conjugale ou familiale. À l'heure actuelle, je n'ai eu que des femmes. Voilà. D'accord. On aura le recul d'ici quelques années. Ouais, voilà. Ah oui, là, c'est vrai que je n'ai pas le recul nécessaire ici. Donc, on verra. Je ne sais pas. 3 petits points, point d'interrogation. Les psychanalystes, eux, sont un peu moins partagés. Une figure maternelle, une figure paternelle pour la construction psychique, pour la structuration psychique d'un enfant. Point. Voilà. Donc comment expliquez-vous que ce soit les cas où c'est le nouveau conjoint justement qui effectue les démarches pour récupérer la garde de l'enfant? Peut-être parce qu'ils sont plus ouverts quant à la question de la reconstruction personnelle. De 2, parce qu'ils sont prêts à accepter la personne telle qu'elle est, mais aussi avec son passif, à savoir des enfants. Peut-être qu'ils sont davantage dans l'acceptation, dans le relais, dans l'accompagnement du développement ou l'épanouissement personnel de leur conjoint. Je verrais ça comme ça. Et pour vous, quelle place pourrait avoir l'enfant dans les conflits conjugaux? Est-ce qu'ils ont une place spécifique maintenant, et justement entre la différence conjugalité, parentalité, est-ce qu'il n'y a pas une jonction? Pour les couples encore mariés ou pour les couples séparés avec une reconstruction?
Encore marié, oui, mais où il y a des justement... Alors le conflit, c'est effectivement dans ces cas-là toujours madame qui arrive à la quarantaine, mariée, 4 enfants, pleine dépression. Tout simplement parce que monsieur est en plein décalage. Donc là, il est plutôt dans tout ce qui est entreprise, création, quoi, caisse. Il est plus trop souvent à la maison, il fait plutôt 70 heures au travail. Les enfants deviennent grands, la gestion de l'adolescence et des enfants en bas âge deviennent difficiles. Madame craque, elle ne se sent pas aidée, elle est crevée, elle en a ras-le-bol des tâches ménagères, elle n'a plus trop d'épanouissement. Et là, il est vrai qu'en termes de tension, quand on doit dire non, elle est crevée, elle n'en peut plus, elle lâche, elle essaye de donner la perche à monsieur, qui à ce moment-là ne se rend pas compte à quel point sa femme a besoin d'elle. Et là, il est vrai que la question des enfants, surtout à l'adolescence, dans ces cas-là, ils viennent. Ils viennent en thérapie, ça va plus, on n'arrive plus à gérer, mon mari n'est pas là, elle pense à divorcer. Voilà, donc là, elle pense. Voilà, parce qu'elle a besoin d'aide. Donc là, c'est pas pareil. Ceux-là, je les récupère beaucoup plus rapidement. Que sinon, effectivement, lorsqu'ils sont séparés, la question de l'éducation. Oh là là, alors là, il se tire à boulet rouge. La question de il mange que des frites, il mange que des pâtes bolo. Alors là, ça tire. Alors là, c'est magnifique. Ah oui. Histoire de dénigrer justement l'autre parent, que ça n'est pas un bon éducateur, qu'ils sont mieux. Alors là, ça y va. Ici, ça jase. Oh là, oui. Alors, l'enfant, quelque part, il est pris comme un peu une cible. Un saucisson. Voilà, un modèle. Viens à moi, saucisson, je m'occupe mieux de toi. Voilà. Et puis l'autre qui dit, mais crac, j'ai le droit de faire ce que je veux, écoute, je n'ai pas la même conception que toi. Et alors, il va quand même à l'école, il va quand même manger, il grandit, c'est tout. Il s'autonomise, il a plus de liberté que toi, tu ne lui laisses. Fous-lui la paix, lâche-le. Puis alors là, après, ça part, c'est... Voilà, alors qui a raison? Les deux ont raison, ils ont leur propre logique, ils n'ont pas le même angle de vue quant au mode d'éducation. De toute façon, il n'y avait pas que ça, qu'ils n'avaient pas en commun, du temps où ils étaient encore ensemble. Donc ça tant qu'ils comprennent, c'est rapide. Hein. Et après, il faut digérer, il faut accepter. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps. Voir aussi, lorsqu'il y a, effectivement, dans tout ce qui est famille, donc recomposé, le parent ne laisse pas trop toute la place au nouveau conjoint, qui n'est pas le parent. Et effectivement, là, il peut y avoir un tiraillage. En disant, j'ai pas l'impression qu'il me laisse tout l'angle d'ouverture, ou alors si c'est sale gosse, il leur laisse tout faire, moi je dois rien dire parce qu'ils sont ses enfants, blablabla, ben j'en ai ras-le-bol, ils nettoient pas, ils sautent sur les tables avec leurs chaussures, blablabla. Alors là, effectivement, ça peut entraîner un conflit conjugal, tout à fait. Ça aussi, j'ai. En termes de laisser faire ou quoi au caisse, oui. De devoir les rablouer, gifle ou pas gifle. Punition, pas punition, lorsque le parent n'est pas là et que c'est l'autre conjoint qui est là à la maison. Là, je l'ai. Hein. C'est vrai que ça se chamaille à cause des enfants de la précédente union. Ça aussi, j'ai, tout à fait. Encore, Ah oui, la recomposition n'est pas facile quand il y a des enfants. Oui, même si c'est que la moitié des vacances, un week-end sur deux ou quoi, ou caisse, ou une garde alternée. Il faut que le parent accepte de laisser une place à son nouveau conjoint, qui n'est pas le parent des enfants, mais qui doit aussi vivre avec eux une partie du temps. Voilà, oui. Ben oui, ça aussi, il chamaille. C'est encore bête, ça va encore faire. Ben oui, si. Ah oui, après, finalement, c'est l'enfant qui est au cœur de tout ça. Bah oui, tout à fait. Si c'est après dit, oh, la valse des belles-mères. Là, il y en a qui disent, hein, la valse des belles-mères. Oh, celle-là, elle était gentille. Celle-là, elle nous aimait pas. Celle-là, elle nous faisait pas bouffer. Celle-là, elle était bourrée. Celle-là, elle trompait papa. Alors, il y en a, ils le racontent, mais ouvertement, des années plus tard, en disant, la valse des belles-mères. Celle-là, si je la revois, crac quick. Oui, c'est marrant, hein. Ouais. Maintenant, si vous voulez bien, on va parler du syndrome de l'aliénation parentale que DJ Kierton ne veut plus appeler comme ça. C'est un trouble pour lui. Donc, moi, ça ne me dérange pas. De l'aliénation parentale. Oui, d'accord. Parler en ces termes, ça ne me dérange pas. Parce que pour lui, le syndrome, c'est plus lié à la maladie. Oui, je conçois. Vraiment, biologique. Donc, une question générale. Quel impact, justement, peut avoir ce trouble sur l'enfant, d'abord? L'impact... on va amputer une partie de l'autonomie psychique du sujet à l'insu de son plein gré. On va dire ça comme ça. Il est vrai que c'est déjà un parent qui est à la base... là, je vais te tirer à vue, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ce sera dans mon deuxième livre. Donc, de toute façon, je risque de me faire tirer dessus pour ceux qui vont se reconnaître dedans.
une immaturité donc affective à la base, quelqu'un qui narcissiquement n'a pas réussi à dépasser le fait de se faire quitter, ou alors d'avoir été déçu, mais bon, quand même, pendant des années, ils ont bien fermé les yeux, et qui aujourd'hui ont besoin de colmater cette brèche narcissique qui s'est réouverte, en termes de blessures, j'entends, pour pouvoir aller de l'avant, et ils sont plutôt dans le registre donc, de la colère, de la violence, de la rancœur, du ressentiment, d'avoir l'impression d'exister, d'être supérieur à, et effectivement, ce genre de violence va passer par l'objectalisation de l'enfant. Effectivement, c'est comme un gilet pare-balles, c'est comme un bouclier. Le problème, c'est qu'il va se taper des impacts, je ne vais pas dire inconscients, là. Une mauvaise ambiance, avec les mots qu'il ne faut pas, avec les messages paradoxaux qui vont quand même avec, qui effectivement vont amputer une partie de son libre arbitre. Et là, effectivement, on peut parler ensuite de compulsion de répétition, de problèmes transgénérationnels, de cryptage, en termes d'informations qui feront qu'effectivement, je ne serais pas étonné qu'ultérieurement, ces gens-là divorcent et qu'ils fassent exactement la même chose avec leurs enfants que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, parce que ça leur a semblé normal et naturel. Donc c'est un danger, en termes de compulsion de répétition et en termes transgénérationnels, de continuer ce trouble, si jamais ça devait leur advenir. Oui, de rater, effectivement, leur conjugalité. Oui. C'est un trouble. Et en termes d'immaturité psychologique, ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas avoir un bac, qu'ils ne vont pas à la fac, qu'ils ne vont pas être chef d'entreprise. Hein. Ce sont justement ceux-là les meilleurs. Ils vont se réfugier dans l'intellectualisation. Ils seront toujours dans le giron émotionnel, et j'ai presque envie de dire physique d'ailleurs, du parent aliénant. Mais, effectivement, on ne les verra pas. Ce seront des chefs d'entreprise, des gens très ouverts qui vont réussir. Pourquoi pas des chirurgiens, même, j'ai envie de dire, hein. Effectivement, mais en termes conjugal, va y avoir quand même un manque d'autonomie psychique. Ils vont être et rester des immatures psychiques. Ils vont toujours laisser l'autre conjoint tout faire, tout décider pour eux. Ça va faire la bouffe, s'occuper des enfants, les papiers, les factures. Parce que voilà, il leur a manqué cette autonomie-là, parce qu'il y aura toujours l'autre parent, moi, qui aura toujours tout fait pour eux. Alors, il est vrai que tout faire pour un enfant, vous êtes certain d'en faire un immature psychique, avec un manque d'autonomie, et à un moment ou à un autre, il va y avoir une carence dans sa vie ultérieure. Et à tous les coups, je peux vous dire que la carence sera dans le domaine affectif. C'est vite fait, en termes d'autonomie psychique, c'est vite fait. Et effectivement, ensuite, compulsion de répétition, dans le lâchage du lien, et oui, et pourquoi pas, effectivement, à contrario, mettre à distance les enfants, pour ne pas avoir à vivre ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont tellement été étouffés par l'autre, qu'ils se rendent compte qu'il faut donner un petit peu de lest pour se préserver eux, donc ils risquent d'avoir des problèmes quant à la gestion de leurs propres enfants d'un point de vue émotionnel. Ne pas savoir quoi faire, être complètement démunis, avoir des troubles anxieux, ou quoi, ok. Donc là, on parle déjà de la 3e génération, là. Voilà. Bah oui, concrètement. Mais ça, le parent aliénant, il a l'impression d'être meilleur que l'autre. Moi, dans ces cas-là. Pourquoi? Pour cause de failles narcissiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont été soit déçus du conjoint qu'ils ont eu à porter durant toutes leurs années, si je peux me permettre l'expression, voire déçus du fait qu'il n'ait pas évolué, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que cette personne, fondamentalement, ne pouvait pas évoluer. Là, c'est pour ceux qui râlent parce que l'autre, il fume du cannabis. Alors là, le coup de l'immaturité, je ne les vous rendais pas compte, madame Nadeau. Quand il était avec vous, il fumait, vous le saviez. Hein. Bon, il a toujours fumé, hein, bon. Puis, et pour ceux qui se rendent compte que, bon, effectivement, elles sont blessées, il est parti, ou quoi, ok, c'est plus là. Ah, moi, les enfants, taillot sur les hommes. Voilà. Donc là, on voit les enfants qui ne sont qu'une extension de maman, ça on les voit bien. Hein. Des enfants à 10 ans qui se lovent sur maman. Il y en a un qui avait même mis une fois, limite sa main dans le débardeur très décolleté de maman. Il y avait du monde au balcon, comme disait. Elle était là parce qu'elle voulait une attestation, parce que son fiston ne voulait plus aller voir son père, parce que son père, de toute façon, ne venait plus, parce que de toute façon, comme il venait de déménager, vous comprenez, Tourcoing-Genève, ça n'allait pas, c'est vrai que c'est très loin, Genève. Mais c'est vrai qu'il était bourré, donc le dimanche matin, il ne pouvait pas venir. Le samedi après-midi, ça n'allait pas, parce qu'il avait fumé du cannabis le matin, et à 6h du matin, comme il s'était couché, il venait pas à 14h. Le petit fiston, il pleurait, il commençait à avoir mal au ventre à midi, il voulait pas manger, parce qu'il savait que papa n'allait pas venir, qu'il avait mal au cœur, j'en passe ou des meilleurs. Donc là, vous commencez déjà
avoir le problème d'autonomie psychique. Un gosse à 10 ans, il met pas la main dans le décolleté de sa maman, même si c'est un Wonderbra. Il ne reste pas scotché sur elle, sur ses genoux pendant toute une séance, parce que maman vient demander une attestation. Déjà, donc ça va pas. Numéro 2, bah oui, il fume du cannabis, mais il en a toujours fumé, il a jamais été à la hauteur. C'est bien pour ça qu'elle s'en est débarrassée, donc il n'y a rien de neuf. Donc aujourd'hui, elle se croit supérieure à lui, mais bon... Elle a quand même sa part de responsabilité. Numéro 3, elle vient expressément pour me demander une attestation parce que le fiston est somatiste, parce que le papa ne vient pas, oui, mais fondamentalement, peut-être qu'elle n'a jamais laissé de place à cet homme, et encore moins depuis la séparation, donc critère numéro 3. Critère numéro 4, le fiston en vient à dire qu'il ne veut plus voir papa, alors qu'avant, il avait, entre guillemets, une relation normale avec son père. Et là, vous avez les 4 critères, c'était marqué syndrome d'aliénation parentale sur le front. Vous doutez bien qu'elle n'est pas revenue, elle n'a pas eu son attestation. Voilà. Mais oui, oui. Et ces femmes-là, généralement, sont toutes éducatrices spécialisées. Elles ont toutes fait des enfants hors mariage et elles ont toutes eu un gosse avec quelqu'un qui fume du cannabis. Alors celles-là, quand je les vois, je sais, quand je dis ça, il y en a qui vont me haïr, je vais me faire tirer à boulet rouge, mais tant pis. Ceux-là, je ne sais pas comment ils font, à croire qu'ils sortent tous de l'école comme d'un moule. Ils ont tous des histoires pas croyables. Les éducateurs spécialisés, c'est du pain béni pour moi. Là, ça court les rues et c'est assez impressionnant les histoires. Et c'est toujours la même chose. Tous des enfants hors Maya et cannabis. À croire, je sais pas, ils doivent tous fumer le cannabis dans leur job. Je comprends pas. Hein. Non, mais c'est rigolant, mais là, c'est vraiment récurrent. Maintenant, quand j'entends éducateur spécialisé, me dit ça y est, ils vont pas me parler de cannabis. Qu'est-ce qui se passe? Syndrome d'aliénation parentale. Alors, on va bien regarder les enfants. Alors. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas drôle. Mais il y a des professions comme ça, ou alors les enfants de médecins, de chirurgiens, qui ont tous une dépression. Oui, papa n'était jamais là. Les éducateurs spé, ils ont tous au cannabis. Il y a des professions comme ça, c'est incroyable. La communication émotionnelle, inexistence. Alors là, vous avez des croque-morts, des informaticiens, des notaires, enfin les trucs bien... Ah, il y a des moules comme ça, c'est familial, hein, c'est marrant. Bref, ouais, je ne fais pas les statistiques, mais... Oh, enfin bon. Et quels impacts ça a sur le parent aliéné, justement? Bah, le problème, c'est que j'en ai beaucoup qui sont des missionnaires. À partir du moment où ils se rendent compte qu'ils ont du mal à venir une fois tous les 15 jours, prendre les enfants, la moitié des vacances, surtout parce qu'il n'y a pas les grands-parents pour les garder lorsqu'ils travaillent. Ça leur demande une gestion, une organisation qui ne leur convient pas, parce qu'ils ont encore envie de vivre une vie de l'ordre du personnel. Donc là, bon. Donc vaut mieux qu'il y ait les grands-parents. Numéro 2, avec un déménagement, et alors histoire de bien mettre une distance géographique, il risque d'être davantage dans le lâchage, beaucoup moins dans la motivation. Numéro 3, effectivement, s'il commence à se rendre compte que le gosse il pleure, il s'attache à maman, qui commence à dire je veux pas te voir, il est pas gentil, non, ben oui, ils vont pas se poser la question de savoir ou quoi qu'est-ce. Tout de suite ils vont se dire bah ça y est, mon fils ne veut plus me voir, c'est fini, je l'ai perdu, il me rappellera plus tard. Et là, ils sont dans le lâchage pour la plupart. Ils en deviennent quasiment démissionnaires. Ils ne demandent même plus les papiers au directeur pour avoir les doubles, les bulletins scolaires ou quoi qu'est-ce. Et là, c'est un syndrome d'aliénation parentale qui est réussi pour le parent aliénant. Là, malheureusement, ça arrive souvent. Les parents démissionnaires. À la limite, il y en a un ou deux parents qui se battent. Ici, concrètement. Un ou deux. Pas plus. Quand je dis qu'ils se battent, c'est des gros tigres. Et justement, quand ils disent il reviendra plus tard, ils ne se rendent pas compte finalement de l'impact. Non. J'ai l'impression, quand je les vois arriver, ils ont 30 ou 40 ans, j'ai l'impression de voir des gamins. Sincèrement, en termes de maturité psychique, j'entends. C'est pas pour autant qu'ils travaillent, qu'ils ont une voiture, qu'ils payent leurs impôts. Hein. Mais là-haut, ça plane. Hein. Oui, ils n'étaient pas mûrs psychologiquement pour avoir des enfants, les élever... assumer les responsabilités de l'épanouissement aussi donc personnel de l'autre, conjoint ou quoi, qu'est-ce. Ah oui. J'ai pas dit que ce sont des flambeurs qui vont au casino tous les samedis soirs, qui font gling, 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 glou, glou, un petit peu de whisky, un petit peu de cannabis et jeux vidéo à 40 ans. Mais bon, c'est sûr que des fois, on se dit, bon, quand même, elle a quand même fait un enfant, son âme et conscience, avec quelqu'un qui n'était pas mûr. Oui, tandis que ceux qui se battent,
Ce sont quand même des gens qui ont la tête sur les épaules, qui disent j'ai des droits, je veux combattre, j'ai fait un enfant, elle est partie où je suis partie, mon enfant, je veux le voir, je l'aime, non, je ne veux pas me laisser faire, ou quoi, aux caisses. J'ai droit à ma place, je revendique. Et j'en ai 2 parents, alors là, ils essayent de se battre pour continuer à avoir leurs enfants. Voilà. Ouais. Donc il y aurait des figures, enfin des profils plus ou moins finalement... À risque. Ouais. À risque, oui, oui, oui. Selon vous, pourquoi justement ce trouble n'est pas réellement reconnu par la justice Alors si vous savez, il y a des psychiatres qui sont même pas au courant que ça existe, il y a des psychiatres qui font des expertises médico-psychologiques, il y en a qui en font 4 par matinée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y en a qui ne voient même pas les gens d'ailleurs qui font des expertises. Oui, ils demandent les rapports à l'ancien psy, comme ça ils font leur rapport sans avoir vu la personne. Ah, il y a tout. Il y en a qui ne se rendent même pas compte de la manipulation. Il y en a qui ne connaissent pas les enfants, qui n'ont pas d'orientation pédopsychiatrique. Donc, ils vont faire une consultation, voilà quoi. L'enfant a dit non, je reporte que Dixit des guillemets, point. Oui, bien entendu que c'est normal que de rapporter Dixit avec les petits guillemets. C'est ce qu'on nous demande en expertise. Oui, mais on nous demande aussi, tant qu'à faire, de décortiquer un tout petit peu et de voir la globalité de la situation. Ces gens-là ne sont pas fondamentalement formés à la thérapie conjugale ou familiale. Ils n'ont peut-être pas fait de DU, ils n'ont peut-être pas fait de pédopsychiatrie, ils sont bazardés en tant qu'experts, et effectivement, après, ils font du brut de décoffrage, Dixit, 2 points, ouvrez les guillemets, point, le rapport, l'enfant a dit que je préconise la garde chez Madame Bidule. Crac, et puis c'est fini. Et puis, crac, après il passe à la caisse. Et le juge, il n'a pas fait thérapie familiale, il n'a pas fait psycho. S'il lit pas la psycho, parce qu'eux ils sont débordés là, si vous pensez qu'ils font du développement personnel, j'en ai quelques-uns en thérapie. Mais bon, d'ici bien un bouquin de 500 pages, moi j'ai pas le temps de lire. Vous me faites le résumé texto, oui ou quoi. C'est tout. Donc là, je donne un petit peu d'éléments pour ceux qui sont en thérapie. Il est vrai, parce qu'ils sont stressés, ça va pas dans leur couple, ils n'ont plus de vie privée, et puis ils en ont ras-le-bol de l'ambiance au tribunal. Donc c'est comme ça qu'ils débarquent chez moi. Puis comme je suis pas loin, en plus ça aide. Donc c'est comme ça que je suis à peu près au courant de tout ce qui se passe. Et il est vrai que bon, ils font confiance à quoi? Aux experts. Les parents chamaillent, les médiations, craquent une expertise. Si ça va pas, un contre-expert, alors qu'est-ce qu'ils racontent? Ils préconisent quoi? Quelquefois 15 pages, mais ils le disent. On ne lit pas le rapport, on lit que la dernière page de conclusion. Je le sais. On me dit toujours, Madame Nadeau, surtout pas de rapport, plus de 10 pages. C'est pas la peine, on va pas le lire. On a tellement de dossiers qu'on saute à la conclusion, je préconise. Voilà, c'est tout. Donc si les gens ne sont pas formés, s'ils s'intéressent qu'au pognon en moins de 20 minutes, parce qu'un SAP, quand on ouvre ses yeux, il ne faut pas 20 minutes, hein, fondamentalement parlant. Oui, mais bon, vous loupez quelque chose. La personne aura eu l'impression de bien faire son travail, de reporter les propos, d'avoir entendu toutes les parties et d'avoir rédigé quelque chose en son âme et conscience. Mais bon, si la personne n'est pas formée, qu'elle n'a pas de formation, je ne vais pas dire continue, mais qu'elle ne va pas une fois par an en formation, que ça soit, j'ai envie de dire, la même ou la continuité de la formation précédente, voire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, voire quelque chose qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans, fondamentalement parlant, ça devrait être une obligation pour les experts que de continuer à se former individuellement, au moins une fois par an, tout au long de sa carrière. Il y a des généralistes, ils donnent des déroxa pendant 10 ans à quelqu'un, et il y en a une, elle débarque, elle dit j'en ai eu ras-le-bol, il ne m'écoutait pas, ça n'allait pas, j'avais pas l'impression d'évoluer, elle change de médecin, crac. La première chose qu'on lui dit, mais vous voyez un psy ou pas? Protocole médicamenteux, au moins de 6 mois, allez, je vais dire. Entre 6 mois et 1 an et demi, selon le dosage et la durée de prise donc, du médicament, protocole d'arrêt, entre 6 et 1 an et demi, crac, c'est fini. C'est bouclé. Mais bon, pour ça, il faut s'ouvrir. Il faut se rendre compte que le mot psy, ça a beau être galvaudé, on a psychologie.com, on a psychologie.fr, on voit ça à toutes les sauces maintenant, c'est banalisé. Mais quand même, il y a quand même des choses qui sont inaltérables, telles que la compréhension du complexe d'Oedipe via Sigmund Freud. Oui, c'était il y a plus de 100 ans, mais aujourd'hui, ça n'est toujours pas remis en cause. Aujourd'hui, il y a encore l'école analytique en France qui dit quand même très clairement un divorce, oui, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas une ambiance délétère pour les enfants jusqu'à la fin de leur vie.
Il y a des âges difficiles, attention, 6-10 ans. Il y a des moments difficiles, attention à l'adolescence, parce que là, ils comprennent que papa est parti et que maman est partie pour quelqu'un d'autre. Et il y a des âges difficiles en termes de pédopsychiatrie, qui est attention aux enfants de moins d'1 an. Au-delà de 2 à 3 jours, ils oublient le visage du parent absent. Et maintenant, l'école analytique est en train de tirer à elle la couverture en disant attention, 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 manipulation, syndrome d'aliénation parentale, on ampute psychiquement l'avenir et le devenir de ce sujet en devenir, attention au développement psycho-affectif de l'enfant avec un parent aliénant. Attention. Mais ça, si le psychiatre ne regarde pas le dernier journal des psychologues ou la dernière revue ou quoi au caisse, voilà, il n'y a pas encore de formation à proprement parler en France. Mais bon, bah oui, il faut se renseigner sur ce qui existe. Ça, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, donc finalement, c'est la cause aux psychologues plutôt que la justice, finalement. Cette reconnaissance, elle doit venir justement des professionnels. Il faut en parler, il faut batailler, il faut écrire des articles, il faut écrire des livres. Et bon, voilà. Maintenant, on peut faire ce qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est le régime du camp. Voilà. Je n'arrive pas à trouver un homme dans ma vie. J'ai été sur Mythique, ça fait 5 fois que je me fais larguer. Régime du camp. Oh, j'ai perdu 20 kilos, je me sens mieux. Vous les revoyez, elles en reprennent 20. Donc là, elles sont passées par les bypass, les bypass, les réductions de l'estomac. Elles en sont devenues obèses. Le problème de base, reconstruction personnelle non effectuée après le divorce. Voilà, comment perdre 40 kilos? Il faut aller en thérapie. Juste méchamment, mais le coût du bypass ou l'estomac, le coût de l'anneau gastrique, le coût du régime du camp, oui, pour qu'elles aillent mieux. Oui, tout à fait, en termes d'image corporelle. Voilà, en termes de reconstruction personnelle, quant à son identité en tant qu'être humain avec une enveloppe corporelle féminine. Là, je dis oui, mais uniquement pour se reconstruire, faire un régime maigrir, pour liquider émotionnellement le divorce. Là, je réponds non. Et pourtant, chaque année, j'en ai. Il faut tant qu'elles comprennent. Et après, ça va mieux. Et puis après, à la limite, les 20 kilos, elles s'en foutent. Et on a enlevé l'anneau, puis elles vont un petit peu mieux. Mais liquider émotionnellement le divorce. Voilà. Donc, les comportementalistes, ils sont très nombreux dans le Pas-de-Calais, tous ceux qui sortent de l'île 3. Le courant cognitiviste et comportemental. Pour eux, le SAP, pour eux, bah oui, non, l'enfant a dit qu'il aimait plus son papa qu'il ne voulait plus le voir. C'est tout. D'un point de vue comportemental, peut-être faire en sorte qu'ils aillent dans un point rencontre parent-enfant, puis c'est tout. Comportemental, lien parent-enfant, c'est tout. Là, nous, en termes analytiques, on parle du lien affectif, on parle du lien psychique, on parle de l'intégration de l'imago paternel, que généralement, ce sont les hommes qui sont tirés dessus. Que ceux qui sont du courant cognitiviste, le SAP, vous êtes sûr de ne pas trop en entendre parler. Hein, pour eux, voilà. Bah oui. La boîte noire, l'inconscient, pour eux, ça ne parle pas. Il y a besoin bah oui. de faire connaître tout ça. Mais... Ça dépend aussi de l'orientation du praticien. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Hein. Oui, mais donc du coup, c'est vrai qu'il faudrait aussi choisir peut-être différents psychologues et à ce moment-là, essayer de voir ce que l'un dit et l'autre, enfin avoir deux visions peut-être aussi. Ça pourrait peut-être être intéressant pour certains cas, parce que c'est vrai que une personne, je veux dire, ne va pas avoir la même perception aussi. Il y a des faits, je pense, concrets. Enfin, je sais pas, je suis pas... voilà, moi, c'est sociologie, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui doivent ressortir, qui seront les mêmes pour deux psychologues, mais il y a des choses que certains peuvent voir et d'autres... Et donc, il y a un apport aussi comme ça qui devrait être fait. Enfin, d'après moi, après... ça s'appelle une contre-expertise et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Voilà. Mais bon. Oui, mais concrètement... c'est toujours pareil. Voilà, ça prend du temps au JAF, ça coûte de l'argent à l'État. Et il est vrai qu'après, fondamentalement, oui, allez-y, une garde, on fait quoi? Mais c'est pas suivi des faits dans le quotidien. Donc là, on en reparlait. Est-ce que ça devrait être une obligation, la thérapie, comme une injonction de soins pour quelqu'un qui boit au volant ou quoi aux caisses? Il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'injonction de thérapie après séparation. Voilà. Justement, on en parle quand même un peu, on va dire, à travers les médias, Internet, tout ça. Mais selon vous,
pourquoi ça se pose pas comme un vrai problème? Parce que justement, il n'y a pas cette... on ne connaît pas, donc on laisse pour le moment que ça s'installe un peu ou... Alors, numéro un, il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'est un psychologue, d'un psychiatre, d'un psychothérapeute et d'un psychanalyste. Il y en a qui arrivent encore ici, dès qu'ils voient le mot psy ou qu'ils l'entendent, ça y est, je suis pas fou. Ouais. Voilà, tout de suite, ça existe encore, il faut le savoir. Ah oui. Numéro 2, il y en a qui ont honte de venir voir quelqu'un parce qu'ils ont besoin d'aide. Voilà, il y en a qui viennent ici, je viens que pour du coaching, hein, j'ai juste besoin de conseils. Enfin, c'est pas grave, on va rebaptiser life coaching. Moi, s'il n'y a que ça, moi, ça me dérange pas. Hein. Je fais exactement le même boulot, mais je change de nom. Hein. Ah, non, mais fondamentalement, Oui, bah oui. c'est comme en entreprise. On n'est pas psychologue, on est consultant. Moi, je dis, quand je débarque en entreprise, vous m'appelez comme vous voulez, de toute façon, je ferai exactement le même boulot. C'est tout. Maintenant, les gens auront une autre domination, ça leur fera moins peur. Moi, s'il n'y a que ça, moi, après, quand on me demande ma profession première, je leur réponds psychologue clinicienne. Il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire, clinicienne, vous travaillez en clinique. Non, je suis en libéral. C'est parce que j'ai fait psychopathologie clinique comme option et que je suis d'orientation analytique et que je reconnais l'existence de l'inconscient comme quelque chose qui peut être à réguler, à entendre, à percevoir, afin d'aller mieux et afin d'avoir un meilleur recul sur soi-même en termes de compréhension. Voilà, mais bon, quand on est en entreprise, on n'a pas le temps, on ne dit pas ça. Voilà. Oui, donc il y a ça aussi. Donc, un, les gens qui n'y connaissent rien. De deux, les gens qui ont peur. De trois, les gens qui n'ont pas les moyens financiers. Aujourd'hui, les psychologues en libéraux comme moi ne sont pas reconnus d'utilité publique. Nos actes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. J'ai des rémistes ici. J'ai des étudiants. Parce que de septembre à juin, en termes de troubles anxieux, les anorexies, les tentatives de suicide, les dépressions, faut pas croire, ça pleut. J'ai des étudiants, ils sont quand même en pharmacologie. J'ai des étudiants en médecine. Faut pas croire, ce ne sont pas les derniers. Hein. Les hyperphages, les boulimiques, les dépressions, bon, eux, ça va. Ils ne prennent pas trop de somnifères ni de cannabis, ils ne sont pas fous. Mais bon, j'en ai quand même, je veux dire. Ah oui, mais s'il n'y a pas papa et maman derrière, soit que les horaires, ils ne peuvent pas aller au CMP parce que ça ne convient pas à leurs horaires, soit il y en a qui ont peur d'être mal soignés dans le service public, ils n'y vont pas, soit ils y vont, ils tombent sur des psys qui ne les écoutent pas, à savoir qu'ils sont dans rétention cognitivo-comportementale, qui n'en ont rien à foutre de voir quelqu'un qui est en train de pleurer. J'ai eu le tour, hein. Il y en a que je vois débarquer ici, mais c'est pas croyable que vous soyez fait jeter du service public. Ils arrivent ici en pleurant, ça me paraît complètement dingue. Ouais, le psy m'a dit que je vais aller voir en libéral, il m'a fait les vodkas, c'est incroyable ça. Donc voilà. Voilà, soit il n'y a pas de place, quelquefois c'est 6 mois pour les enfants. Donc les gens débarquent ici parce qu'ils disent qu'ils n'ont peut-être pas attendre 6 mois pour leur fiston ou gérer l'amour. Voilà, il y a énormément de choses à faire bouger, à faire évoluer en France. C'est pas facile, on fait ce qu'on peut. Ah oui, la psychologie dans tous les magazines. Tous les magazines. Il y a un rayon développement personnel au Furet du Nord. Aujourd'hui, pour être édité, j'ai de la chance. C'est quasiment un 1 sur 1000 pour certaines maisons d'édition. Et effectivement, bon... voilà. Et après, il y a des choses qui blessent, il y a des choses qui fâchent. Elisabeth Badinter a encore écrit, il n'y a pas très très longtemps, aujourd'hui elle est même décriée parmi ses pairs. On tire à vue sur la mère, on tire à vue sur la femme. Mais bon, il est vrai que la construction identitaire, l'identité au-delà de l'accouchement, d'avoir un enfant ou quoi au caisse, aujourd'hui, quelquefois, ça pose problème. Pour ne regarder qu'aujourd'hui, la question de la burqa, il y a certaines contrées du monde où la psychologie, à mon avis, serait encore brûlée au bûcher comme des hérétiques. Donc, mine de rien, la France fait ce qu'elle peut pour continuer à donner à voir une sorte de vulgarisation de la psychologie en termes de compréhension pour ne pas stigmatiser la personne qui va avoir un psy, pour dédramatiser le fait de demander de l'aide, pour que les sujets aillent mieux. Mais il y a encore des choses à faire évoluer. Voilà. Oui, parce que ça reste des maladies... Bah, la dépression, c'est un mot tabou. Ah bah oui, elle est faible. Bien sûr que non. D'un point de vue strictement hormonal, c'est une baisse du taux de sérotonine dans le cerveau. Il y a des médicaments. Le médicament va faire en sorte qu'il y ait plus de sérotonine, mais il ne guérira jamais le mal-être et la souffrance psychique du sujet. D'où la complémentarité, donc tout ce qui est psychotrope, plus psychothérapie.
Voilà, il n'y a pas de honte. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens en entreprise, ils me disent, je suis victime de harcèlement moral, j'étais en dépression, tout le monde a cru que j'étais au Baléares. Donc là, c'est du harcèlement moral, là, on part encore sur autre chose. Il y en a encore un qui s'est suicidé chez France Télécom cette semaine. Alors là, je pourrais vous parler de mon métier pendant des heures. Et en plus, c'était quelqu'un qui s'occupait de la prévention des risques psychosociaux. Vous avez envie de mourir de rire. Voilà. Pourtant, j'ai été formée 2 jours gratuitement, parce que maintenant, quand on n'est pas trop mauvais, on vous offre les formations. Donc ça va, je commence à un tout petit peu être connue dans le Nord. Et il est vrai que bon, il nous parle de stress au quotidien, il nous parle de cannabis, d'amphétamine et de coke aussi, de dépression et de suicide. Mais concrètement, pour rentrer dans l'entreprise, pour les former, il y a des gens qui m'appellent en disant « je préfère venir ici parce que j'ai honte d'assister à un groupe de parole sur mon lieu de travail. Mon Dieu, c'est mal vu. Ah oui, je peux venir, je peux intervenir à la demande des gens. » Ben non, ils ont honte. Ici, en individuel. Et pourtant, je serais payé par leur entreprise. Ah, c'est difficile. Concrètement, c'est difficile. Et pourtant, il y a énormément de choses à faire. C'est pareil. Le stress, c'est quelque chose de honteux. Un homme de 40 ans qui est chef d'entreprise qui dit qu'il est stressé, c'est normal. La performance. Je suis stressé, moi, vous comprenez. Mais une femme, non. Une femme, c'est la faiblesse. De toute façon, une femme, de toute façon. Ah oui, mais même comme ça, la parité homme-femme, c'est pas ça au quotidien non plus. Ah oui, oui, oui. Un homme qui fait une dépression, c'est dramatique. Un homme si fort, vous vous rendez pas compte. Tout ce qu'il a dû vivre, pauvre homme, il craque maintenant. Mais moi, à sa place, je sais pas comment j'aurais fait. Mais alors, une femme qui fait une dépression, bah oui, encore une hystérique. Ah oui, même ça, aujourd'hui, je l'ai encore dans mon cabinet. Hein. C'est incroyable. Hein. Il y a encore beaucoup d'évolution des mœurs et de la société à faire évoluer. Hein. Ah ouais, ouais. Des fois, on a l'impression d'être encore aux prémices. Il y en a qui décrient encore Freud parce qu'il y a plus de 100 ans. Bah oui, mais bon, le Rorschach, le test... les taches d'encre, comme on dit. Il y a des gens qui disent « Ah, bah, mais bon, aujourd'hui, ça reste le numéro 1 pour le bilan de personnalité, exécuté en France, mais aussi demandé dans le cadre d'examens médico-psychologiques. » Il y a des gens qui rigolent encore du Rorschach. Personne ne l'a surpassé à nos jours. Voilà. Oui, il y a encore beaucoup de travail. Voilà, oui. Pour vous, quelles seraient les motivations conscientes du parent qui aliène Les motivations conscientes, c'est qu'il est absolument... Le parent aliénant est persuadé d'être supérieur en termes moraux, en termes d'éducation, en termes d'amour, en termes de valeurs et de principes que l'autre parent. Ça peut peut-être être vrai. C'est subjectif. Numéro 2, il laisse plus de place à l'enfant en termes... Oui, c'est paradoxal. En termes d'épanouissement physique et psychique que l'autre parent. Parce que l'autre, il travaille de trop, alors ça va être les nounous, ça va être la valse des maîtresses, ou alors les grands-parents. Autant qu'ils soient avec moi. Vous allez me dire que ça reste subjectif. Il a l'impression de mieux s'occuper de son enfant, de lui avoir un espace, d'être plus avec lui, de faire plus de choses avec lui, mais fondamentalement, ça handicape quand même son autonomie psychique. Parce que justement, c'est aliénant. Il n'a pas le droit de réfléchir pour lui-même. J'ai connu un enfant de 10 ans, c'était ses grands-parents qui lui préparaient sur un chevalet ses vêtements, sa maman qui lui mettait encore son slip et ses chaussettes le matin. 10 ans, c'était juste son 6e. Mais ça ne lui posait aucun problème. Vous récupérez ça plus tard, je peux vous dire qu'à 15 ans, il n'est toujours pas capable de se casser un œuf pour se faire un œuf sur le plat. Là, c'est du hard quand même, là, c'est du concret. Il a toujours aimé ses parents et il aimera toujours ses grands-parents et sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Son papa, il lui crie dessus au quotidien, parce que mais tu te rends compte de ce qu'ils ont fait de toi, regarde où tu en es. C'est psychique. C'est très difficile en termes d'autonomie et il y a des âges où, quand on n'arrive pas à relancer à temps, ça peut être quelqu'un qui, à 40 ans, ne saura pas qu'il faut d'abord faire bouillir l'eau des pâtes avant de mettre les pâtes dans la poêle. Je dis ça, mais j'ai déjà eu. La dame qui dit, est-ce que vous vous rendez compte que séparé, il m'a demandé, séparé, comment est-ce qu'on devait faire cuire l'eau des pâtes pour donner à manger à son enfant. La femme, elle me disait, est-ce que vous vous rendez compte l'effet que ça fait d'être au bout du fil dans ces moments-là et là, je dis, bah oui, mais vous avez toujours fait tout aussi pour lui. Oui. Mais il est vrai que sa mère ne l'a pas éduqué comme il fallait, et qu'aujourd'hui, les dégâts sont ce qu'ils sont. C'est qu'il est incapable de faire bouffer à son gosse. Ça sera plus de la folie. Au moins, le fiston, il aura mangé. Il y a des choses comme ça qui, quelquefois, ne peuvent pas se réparer en termes d'autonomie. Et ça, c'est ad vitam aeternam. Ouais. Et il y aurait des motivations qui seraient inconscientes? La vengeance, la blessure narcissique, oui, la déception.
Voilà. Ça, c'est inconscient. Il y en a qui vont dire, je vais le faire exprès qu'il ne le voit pas. Si jamais là, il n'est pas dans une demi-heure, je prends la voiture, je m'en vais. Puis je lui dis, t'as qu'à être là. Donc ça, c'est la vengeance, mais ça, au moins, il le verbalise très bien. Même s'il est vrai que l'autre avait une demi-heure de retard, il aurait pu prévenir, il ne l'a pas fait. Puis alors là, on est pas dans des conflits. Là, c'est une thérapie basée sur la communication, là. Hein. Ah oui, bien sûr que ça existe. À 5 minutes près, ils sont partis. Ah oui, c'est de la pure vengeance. Bah oui. Donc, quand c'est inconscient, finalement... Il y a du travail. Ouais. Comment, enfin, justement, comment on peut leur faire prendre conscience s'ils ne savent pas, ça serait de l'autre personne, limite, à faire la démarche, donc, finalement. Parce que... Oui, mais, comme je le disais, dans ces cas-là, ils sont davantage dans le lâchage. Ouais. Oui. Oui. Donc, là, il y a des profils quand même. Hein. On a l'impression de voir des profils de mères qui seront plus enclines à développer ce genre de comportement aliénant. Et il est vrai que dans ces cas-là, quand on regarde le profil des pères, on a l'impression qu'effectivement, ils sont davantage des immatures, de grands adolescents qui ont eu des enfants. Il est vrai que ce genre de profils-là sont plutôt rencontrés ici. Et les femmes, donc c'est quel type de femmes, justement Je ne vais pas dire assez dominatrice, à savoir éducatrice spécialisée, institutrice, mais bon, chef d'entreprise pour certaines, mais elles aiment bien tenir la maison, c'était très important pour elles d'avoir des enfants. Les enfants, c'est très important. Les gens qui étaient déjà capables, après la naissance du premier, d'éjecter un peu le père dans leur vie, voilà. Assez moi, avoir besoin d'exister. Des femmes un peu de pouvoir, entre guillemets, qui ont besoin plutôt d'être regardées, d'être renarcissisées, d'être ressourcées au travers donc, du regard et de la présence d'autrui. Oui, donc déjà des femmes un peu fragiles narcissiquement, qui font des enfants pour se combler, mais aussi pour être valorisées, reconnues. Il y en a une qui dit si bien, je ne suis jamais bien, aussi jamais bien qu'en étant ronde et enceinte, c'est génial. Et après, il faut quand même s'occuper des enfants. Il y en a une qui m'a dit, il n'en voulait pas, j'avoue que j'ai tout fait pour en avoir un troisième, et là, il y a eu le déclin du couple. Ah oui, mais elle le savait qu'il n'en voulait pas. Elle l'a poussé à bout pour avoir un enfant. Bah oui, mais bon, il n'y a pas de secret dans la vie. Hein. Oui, ça reste assez égoïste comme démarche. Et après, effectivement, égoïstement, elles vont vouloir garder l'enfant pour continuer à avoir l'impression de pouvoir vivre au travers de la vie d'autrui. Ah oui. Fondamentalement, si elles n'ont plus d'enfants à la maison, elles sont toutes seules. Et qu'est-ce qu'il leur reste? Pourquoi j'existe? Mes enfants sont tout pour moi. Bah oui, elles n'arrivent pas à se combler elles-mêmes par elles-mêmes. Leur pôle identitaire personnel, il a valdingué. Hein. Elles ont un travail, oui, mais après. Bah oui, après, il n'y a rien. Voilà. Oui. Besoin d'être comblé, besoin d'être nourri, effectivement. Et ça passe par les enfants. Les enfants ne devraient pas être nourriture unique aux parents. Oui, c'est une nourriture. Je peux tout à fait concevoir qu'on est content des fois. On est content d'avoir un heureux. On est content d'avoir un sourire. On est content qu'il soit beau, qu'il soit en pleine forme, en pleine santé, qu'il ait des prouesses scolaires. Oui, on est content. Mais bon, ça ne devrait pas rester notre seule et unique source de satisfaction d'un point de vue personnel. Voilà. Donc justement, les enfants sont chosifiés complètement dans ce trouble et donc les conséquences que ça peut avoir aussi sur l'enfant d'être chosifié, d'être un peu entre une volonté de prise de pouvoir, enfin entre guillemets de prise de pouvoir sur l'enfant de l'un des parents et au contraire un manque de soutien. Oui, de savoir que l'autre parent est toujours là en disant non, je vais venir te chercher, non, ta mère est complètement folle. Voilà, ça aussi, je l'ai. Hein. Non, ne l'écoute pas, il s'est pas passé comme ça, ou alors tu es trop jeune, je t'en parlerai plus tard. Malheureusement, il risque de sombrer dans le syndrome d'aliénation parentale, effectivement, de rester entièrement collé aux idées et aux vues de leur mère. Et là, effectivement, c'est plutôt dramatique. Ils resteront toujours dans le giron de maman. Maman sera adulée, choséifiée.
Ils auront du mal à s'engager dans une relation. Si jamais la mère est beaucoup trop aliénante, elle détestera toutes ces belles filles, là je vous raconte pas. Et à 40 ans, il sera toujours célibataire. Et même 59 ans, toujours célibataire, pas d'enfant. Il conçoit une relation à distance avec une femme. Mais alors à la maison, bah non, parce que maman elle a les clés de la maison. Alors oui, il faut qu'elle sache, mais il faut pas qu'elle voie. Alors là, après, vous rentrez dans des trucs et en termes d'autonomie psychique, là, il y a des choses qui vont être assez difficiles à mettre en place. Ah, il y a des moments, il y a les conjoints, ils s'arrachent les cheveux. Oui, mais maman, c'est tout pour moi. Maman, elle a toujours tout fait pour moi. Maman, c'est maman. Je dois avoir un appartement à côté de maman. Puis maman, elle vient tous les jours. Puis dimanche, midi, je mange toujours chez maman. Puis la décoration, bah, c'est maman. Celle qui repasse mes chemises, bah, c'est maman. Bah, je n'ai pas de femme de ménage, c'est maman qui vient. Puis c'est maman qui s'occupe des enfants. Voilà, je veux dire, là, dans la continuité, maman, qu'est-ce qu'elle fait bien manger? Et là, vous voyez un gros bébé, sauf qu'il a 59 ans. Voilà. Et comment ça, vous expliquez que ce soit plus souvent des femmes, justement, qui sont à l'origine de l'aliénation, finalement? Fondamentalement, elles ont vécu 9 mois avec quelqu'un accroché au cordon ombilical et tous les bouleversements émotionnels. On leur a tellement asséné ne pas boire, ne pas fumer, manger sainement pour deux, arrêter de faire du sport au-delà de 6 mois, dormir au moins 8 heures, grossesse pathologique, ça va pas rester allongé, vous êtes protégé par l'État. Vous pouvez prendre un congé maternité à l'été, c'est mieux pour les défenses immunitaires de votre enfant. On a tellement asséné qu'une femme qui n'a pas d'enfant, bah, c'est louche. Qu'une femme qui est une mauvaise mère, c'est une honte. Qu'il faut faire des enfants pour être productive, pour avoir une forme de reconnaissance sociale, à défaut de pouvoir faire de grandes études ou devenir chef d'entreprise ou d'avoir un développement et un rayonnement international comme le mari, par exemple, ça existe encore, faut pas croire, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur reste? Les enfants. Le prolongement d'elles-mêmes au travers du cordon ombilical. Voilà. Elles ont oublié qu'il leur restait, elles, en termes d'identité féminine pure, en termes de développement professionnel, parce que maintenant, on a quand même accès au baccalauréat, on a quand même accès aux grandes facs, on a quand même accès à la création d'entreprises, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas que le pôle parental, il y a aussi le pôle professionnel en tant que citoyenne, et aussi le pôle personnel. Elles en oublient le pôle personnel, elles se culpabilisent tellement qu'elles se refusent à faire 3 heures de sport par semaine. Il y en a même qui arrivent en me disant, ça fait 6 mois que je ne suis pas allée voir un coiffeur. Faut pas rigoler quand même. Ah oui, elles se culpabilisent, ça coûte trop cher, elles vont prendre du temps pour elles. Pendant ce temps-là, elles ne s'occupent pas des enfants, c'est pas bien, je vais être une mauvaise mère. Et le problème, c'est que c'est tellement culpabilisant pour certaines, donc c'est dû effectivement donc à l'image que renvoie la société, mais aussi au mode d'éducation qu'elles ont eu, qu'il faut absolument qu'elles réussissent sur le pôle parental pour avoir l'impression d'être regardées, d'être adulées, d'être reconnues comme étant des gens bien. Alors qu'il n'y a pas que le mode parental. Donc il y a aussi ça. Et aussi, elle, qu'est-ce qu'elle conçoit du mode de développement personnel? Une femme qui n'a pas honte de dire j'ai plus d'orgasme, je l'aime plus, je me rends compte que là nos chemins divergent, qu'on n'a plus les mêmes ambitions, que lui il a envie de partir de France, moi je veux rester, bon, autant divorcer maintenant avant qu'on en advienne à sortir les couteaux du tiroir à cuisine, parce que quelquefois on en a quand même des coups de couteau ici, enfin pas ici physiquement mais à la maison. Bon, elle se dit, je me prends en main, je suis mûre, je divorce, je continue à travailler en France. Mes enfants, bon, bah, si monsieur part, bah, tant pis, il les verra que durant les grandes vacances. On va faire moite-moite pour le billet de train, pour le billet d'avion. Et ultérieurement, je vais continuer à prendre soin de moi, à sortir, à m'inscrire sur des sites, ou alors à revoir les gens que je ne vois plus, à faire du sport pour ne pas me laisser aller. Et puis, bon, bah, pourquoi pas, effectivement, rencontrer quelqu'un, parce que j'ai aussi le droit de vivre en tant que femme. Bah, ces gens-là, croyez-moi, la thérapie, elle est très rapide, hein. J'ai des femmes mûres comme ça. Là, c'est sûr, là, il n'y a pas d'aliénation. J'en ai. J'en ai pas aussi souvent que je n'aimerais en avoir, il est vrai. Parce que dans ces cas-là, on dit ça va, elles ont les pieds sur terre, elles travaillent, elles vont pas couper les enfants, elles vont pas tirer à vue sur leur futur ex ou co-caisse. Elles ont besoin d'être écoutées parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne parlent pas au boulot, qu'elles ne veulent pas inquiéter maman, que les sœurs n'ont pas le même angle de vue, qu'elles ont besoin de parler à quelqu'un pour pouvoir se renarcissiser, s'insuffler de l'énergie qu'elles ont au fond d'elles, mais qui est peut-être encore un petit peu collée, si on veut, pour pouvoir à nouveau respirer, s'autoriser à se développer autrement après le divorce, aussi en tant que femme. Voilà. D'accord. Et ça a quelles conséquences la chosification désolée, je reviens en arrière. Oui, pardon. Oui. J'avais oublié cette question. Sur l'identité de l'enfant.
Il restera à tout jamais le cordon ombilical de sa maman chérie. Maman. Ça, c'est un gros danger. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui. 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 Séquestrés, ils se font piquer la carte bleue, que les femmes, généralement, bon, elles ont du mal à comprendre qu'elles sont quand même fait violer en étant mariées. Il y en a qui arrivent ici en ne sachant pas ce que c'est un viol sous contrat conjugal, c'est extraordinaire quand même. Ou alors avec des bleus, des griffures ou quoi, qu'est-ce. Alors ce ne sont pas les mêmes types de violences. On retrouve davantage des violences physiques faites aux femmes que je retrouve davantage de violences, entre guillemets, plus psychologiques sur les hommes. C'est incroyable quand même. Mais j'ai autant d'hommes que de femmes victimes de violences conjugales ici. Voilà, donc il faut savoir quand il y a les violences verbales, physiques, sexuelles, qui sont différentes des physiques maintenant, et aussi tout ce qui est économique et social. Donc prendre la carte bleue, prendre le chéquier, séquestrer quelqu'un, lui piquer ses allocs, genre de choses. C'est plutôt pour les hommes, ça c'est marrant. Hein. Que les femmes, c'est plutôt crac, boum, on passe à la casserole. Ouais. Donc j'ai les deux. Voilà. Et donc c'est plutôt quel type de personnes est-ce qu'il y a un type particulier qui serait victime de violence ou ça peut être vraiment... Bon, bah là, j'ai tous les QI. J'ai aussi bien les QI à 53 que les QI à 110, fondamentalement. Et effectivement, les handicapés ont plus tendance à se faire manipuler et cuiquer, n'est-ce pas, à l'arrière du camping-car, que les victimes de violences conjugales. C'est une femme mariée, 110 de QI, qui travaille... davantage enclin à faire confiance à autrui. Donc là, ils se font manipuler, effectivement. Donc ces gens-là, comme ils ont une conscience morale, ils vont se poser la question de savoir si l'autre n'a pas raison. Donc ils vont commencer à réfléchir. Et c'est là où ils vont se faire bourriner le cerveau, lavage de cerveau, tu ne dois pas sortir, tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu ne te rends pas compte, c'est pas bien, mais non, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire là. Et crac, enfermement, ils sortent plus, ils ne voient plus les amis. Il y en a qui maigrissent. Il y en a qui doivent à minuit se lever pour faire le ménage, parce que quand l'autre rentre, ça fuse dans tous les coins. Et les règles, dans ces cas-là, bon, le temps, c'est comme une sorte de secte. Lorsqu'ils doivent sortir de là, mine de rien, tout de suite, on a plutôt intérêt à les avoir en thérapie pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont vécu n'était pas normal, que ça n'est pas parce que ça leur est arrivé que pour autant, ça va leur arriver, parce qu'aujourd'hui, ils vont avoir l'expérience et l'antenne de l'intuition à développer. Mais par contre, le manque de confiance en soi, dans ces cas-là, effectivement, ça prend du temps. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Oui, ils ont fait confiance. Donc, ils se sont fait avoir, se sont fait manipuler, ils ont été victimes d'eux. Ça ne se passe pas à chaque fois comme ça. Ils se sont trompés dans le choix du conjoint. Ils se sont trompés en restant. Donc, tout ce qu'ils ont vécu, c'est aussi en partie à cause d'eux. Donc, ils culpabilisent, ils manquent de confiance en eux. Il est vrai que dans ces cas-là, en termes de reconstruction, là, ça prend plus d'1 an quand même. Hein. Et d'une manière générale, ce sont quand même, on dit que ce sont justement les femmes qui en sont victimes, donc vous... Autant d'hommes que de femmes, 50-50. 50-50. Oui. Et ces hommes, justement, est-ce qu'ils ont quand même honte de venir, enfin, je veux dire, est-ce que c'est naturel pour eux de venir en parler? Alors effectivement, c'est totalement différent. Autant les femmes, elles ont honte de parler, mais elles ont besoin d'une forme de reconnaissance sociale lors de leur reconstruction personnelle, que les hommes, eux, c'est davantage dans le secret. Ils ne veulent pas de reconnaissance sociale de ce qui s'est passé. Ils veulent vivre avec, pour se renarcissiser, pour aller de l'avant. Ce n'est pas du tout dans la même démarche. Ils n'ont pas du tout le même ressenti non plus par rapport à leur vécu. Alors là, c'est vrai que les hommes et les femmes de ce côté-là n'ont pas du tout la même approche. Ah oui. Généralement, un homme, il va venir pour cause de reclassement professionnel. Puis après, on va savoir qu'il a dû déménager parce que c'est pas pareil. Tandis qu'une femme va venir parce qu'elle sait qu'elle a été victime et elle a besoin de se reconstruire. C'est pas du tout pareil lorsqu'ils prennent rendez-vous. Ah oui. La manière de verbaliser, qu'est-ce qui vous amène ici? Oui, parce que c'est vrai qu'après tout... Avant, j'essayais de savoir au téléphone, oui, c'est pourquoi. Maintenant, il y en a qui me disent, je ne peux pas vous parler. Donc ça, je comprends. Il y en a qui verbalisent tout de suite. Ah oui, je vous explique. Donc là, effectivement, on sent qu'ils ont vraiment besoin de verbaliser.
c'est quoi, il y a autant d'hommes que de femmes, ils n'ont pas la même manière d'entrer en contact et de prendre rendez-vous, ils n'ont pas la même manière de verbaliser la raison pour laquelle ils sont là. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est vrai que avant c'était dites-moi tout, maintenant j'oublie parce que quelquefois, alors là ça peut prendre beaucoup de temps. Videz votre sac, ne jamais faire ça. Si jamais au cas où vous avez un psychotique, il va vraiment se lever, il va prendre son sac, il va vraiment le déverser sur votre bureau. J'ai déjà eu le tour. Donc effectivement, bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous amène ici? Et là, même la manière de verbaliser est totalement différente. Un homme, il va venir parce qu'on lui a dit qu'on lui a indiqué, parce qu'en ce moment, il vit une passe professionnelle difficile, qu'une femme, bah voilà, je suis antidépresseur, je m'en sors pas, j'ai eu un divorce difficile, et puis là, elle commence à vous verbaliser les douceurs qu'elle a vécues en étant à la maison. Voilà. C'est différent. Donc finalement, lui, il vient pas directement pour ça. C'est très secret. Les femmes viennent pour être, pour verbaliser, pour avoir quelqu'un qui ne va pas les juger, qui ne va pas les critiquer. Je suis une femme, donc tout de suite, elles se disent que je peux concevoir la brutalité faite au corps féminin, qu'un homme, lui, il vient parce qu'il sait que je fais du coaching, que je suis une femme parce qu'il ne voulait justement pas en parler à un homme, parce qu'il aurait été gêné du regard masculin. Ça peut paraître bête, hein, mais... Et effectivement, après, il verbalise très bien tout ce qu'il a vécu. Et qu'il comprend très bien, mais... Il vient pour lui, mais c'est quand même pour autre chose. Mais ça fait parler de lui, donc il pense quand même que c'est important d'en parler. Et c'est comme ça qu'un homme vous l'amène. Ouais. C'est intéressant justement de voir encore une fois... la différence entre l'homme et la femme. Tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà, moi je pense que c'est bien, ça a pris la globalité du thème finalement que j'avais envie de voir avec vous. Donc je vous remercie beaucoup. De rien. En tout cas, c'était très gentil.